de coureurs à l'avant, un peu à l'image de hier. Malheureusement pas de Mark Cavendish dans ce premier groupe. Vous le voyez, hein, le maillot or figure dans un deuxième groupe à 37 secondes de ses leaders. Et donc virtuellement, Mark Cavendish n'est plus le leader de ce Tour du Qatar. Comme tous les jours, je vous encourage à réagir sur le hashtag Vélo Extra. N'hésitez pas à poser une question, à réagir au scénario de cette deuxième étape et à tenter, pourquoi pas, un pronostic. Il va falloir rentrer pour Mark Cavendish. Est-ce qu'il a du monde autour de lui? C'est la première chose qu'il faut regarder quand un leader est piégé, voir si ses équipiers sont à ses côtés. Oui, hein, c'est compliqué. On a réussi du côté de la formation Dimension Data à placer quand même Edvald Boasson-Hagen dans le premier groupe. Donc moi, je pense qu'avec le contre-la-montre de demain, on ne va pas jouer classement général avec Mark Cavendish. Donc c'est peut-être mal parti pour le maillot or de Mark Cavendish. On va peut-être assister aujourd'hui déjà à un changement de leader. Et du côté de la formation Katusha, il y a du monde comme hier. Il y a du monde également pour l'équipe Bora-Argon. On retrouve la tête de la course avec une très belle organisation. Attention à la formation BMC, on retrouve Greg Van Avermaet, Michael Scher, on retrouve Danielos, des coureurs qui étaient déjà présents aux avant-postes hier. Oui, hein, sans surprise, les coureurs qui étaient déjà capables d'incorporer le premier groupe font partie de cette nouvelle échappée. Alors je ne vois pas d'Arnaud Gérard, on va attendre la composition exacte de ce groupe. Vous savez, hein, le coureur français était le mieux placé au classement général en ce qui concerne nos compatriotes, 10e à 15 secondes simplement de Mark Cavendish. Et effectivement, hein, avec 52 secondes maintenant de retard, ça devient quand même problématique pour le groupe Cavendish, parce que vous le voyez, les hommes de tête ne rechignent pas, on avance relativement vite avec un vent plutôt favorable. Alexander Christophe qui est présent dans ce peloton, Edvald Boasson-Hagen. Toujours cette organisation avec ce vent de côté, vous apercevez là-bas derrière Doha. Les coureurs qui se rapprochent hein, donc de ce circuit. On est à 74 km de l'arrivée. On a le temps d'aborder un petit peu les sujets de l'actualité. Cédric, il y a un scandale qui a fait couler beaucoup d'encre lors des derniers jours. Et puis on était bien placés puisque nous étions sur place Beansport pour les championnats du monde de cyclocross. Le premier cas avéré de dopage technologique avec la Belge Femke Van der Driesche. On n'a pas eu l'occasion d'en parler encore, Cédric, on n'a pas eu l'occasion de vous faire réagir. C'est vrai qu'il y a une double page aujourd'hui consacrée à ce dopage technologique, une enquête notamment dans notre quotidien préféré chez nos confrères de l'équipe. Et je souhaitais vous faire réagir dans un premier temps à ce débat, à cette polémique qui s'est installée, aux rumeurs également qui sont présentes depuis déjà plusieurs mois, même plusieurs années dans le peloton. Est-ce que l'Union cycliste internationale a fait ce qu'il faut pour faire taire ces rumeurs? Vraisemblablement la réponse est non, puisqu'on a un premier cas avéré. Que faut-il faire? Comment faut-il procéder? Quel est votre avis, vous qui vous connaissez notamment un petit peu l'organe de l'Union cycliste internationale, puisque vous avez été représentant des coureurs? Donc on vous écoute à ce sujet, Cédric. Vous savez, je crois que tout simplement il faut partir d'un constat, c'est-à-dire de la situation actuelle qui est dramatique tout simplement pour le cyclisme, puisqu'on a trouvé une concurrente de 19 ans sur les championnats du monde qui utilisait un système de dopage mécanique et d'assistance au pédalage, ce qui est évidemment scandaleux. Alors l'UCI a eu le mérite de mettre le doigt sur cette triche, mais depuis effectivement c'est un peu silence radio du côté de l'UCI. Et moi ce qui me déçoit mais énormément, vous ne pouvez pas le savoir à quel point, c'est que depuis cette affaire, aucun contrôle, mais je vous le dis, aucun contrôle n'a été effectué sur aucune course du circuit professionnel. C'est-à-dire que j'imagine que les amoureux de cyclisme voudraient avoir la garantie que celui qui va gagner l'étape aujourd'hui, celui qui a gagné l'Herald Sun Tour, celui qui a gagné le Tour Down Under, celui qui a gagné le Tour de Valence, n'avait pas un système d'aide au pédalage, que ce soit un moteur, que ce soit une roue électromagnétique ou autre. La technologie avance. Alors Brian Coxon fait le malin en venant sur les courses, il fait beaucoup de déclarations dans la presse, mais en réalité il ne se passe rien. Justement, j'ai envie de vous faire réagir à une déclaration de Brian Coxon. Je m'appuie sur un article de l'équipe.fr. Brian Coxon qui est présent donc sur le Tour du Qatar. Là où vous avez raison, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de contrôle depuis. Il n'y a pas eu de contrôle pour l'instant lors des 2 premières étapes du Tour du Qatar. Et déclaration de Brian Coxon. C'est un problème que nous suivons de près désormais. Beaucoup de personnes ne prenaient pas cette question au sérieux. Là, bon,
je suis pas tout à fait d'accord parce que il y a eu quand même des vidéos qui sont sorties, il y a eu des enquêtes, il y a eu des témoignages, il y a eu des rumeurs, mais on a peut-être dépassé un petit peu, c'est vrai tout de même, le stade des rumeurs sans avoir l'assurance qu'il y a eu dopage technologique auparavant. Mais là où quand même moi je me pose des questions, c'est lorsqu'il signale auparavant, on prévenait le peloton avant d'effectuer les contrôles. Ce qui n'est plus le cas à présent. Ce qui signifie qu'avant, les équipes et le peloton étaient prévenus des contrôles effectués. On marche sur la tête quand on découvre de telles déclarations, on va pas se le cacher. Moi je suis pas surpris, hein. Vous savez, depuis un certain temps, je fais aucune confiance en l'Union cycliste internationale, que ce soit en lutte contre le dopage technologique ou autre. Je pense que cette lutte doit vraiment être dans les mains d'un organisme indépendant. Parce qu'on sait qu'il y a des intérêts personnels, on sait qu'il y a des gens qui ont des membres de leur famille qui sont dans des équipes, etc. Donc c'est pas vraiment sain en fait comme situation. Si on veut vraiment lutter efficacement contre... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ça veut dire que certains sont protégés, certaines équipes sont protégées, certaines équipes sont privilégiées? Il y a deux poids deux mesures? C'est possible, pourquoi pas, c'est possible. Moi ce que je dis simplement c'est qu'aujourd'hui on a eu toute une période où on s'est dit le dopage technologie c'est du fantasme, ça n'existe pas, c'est impossible de mettre un moteur, c'est impossible d'avoir un système d'aide au pédalage efficace quand on est cycliste professionnel. Or aujourd'hui on s'aperçoit malheureusement que c'est non seulement possible, mais on imagine, et j'ai lu des déclarations de coureurs comme Chris Froome, comme Bradley Wiggins, qui restent persuadés que ça a déjà été utilisé. Donc ça évidemment c'est choquant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça ne surprend plus personne dans le milieu du cyclisme de savoir que non seulement ça existe, mais on se dit oui, probablement ça a été utilisé. C'est une catastrophe aujourd'hui, parce que dès 2010, j'avais eu ce genre de discussion avec les gens de l'Union cycliste internationale. À l'époque, ils nous regardaient un peu comme des personnes surprenantes, et aujourd'hui, on s'aperçoit que des athlètes amateurs, espoirs, l'utilisent. Donc vous imaginez l'état des dégâts qui peut être présent dans un peloton professionnel. Alors ça réagit notamment Marc Madiot qui est un fidèle qu'on salue, qui nous dit je n'ai jamais été prévenu. Alors qui? Point d'interrogation. Parce qu'il n'était pas assez proche de l'UCI peut-être. Ah ouais, c'est ça. Il était pas copain avec l'UCI. Non, clairement, aujourd'hui, excusez, moi je pense qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler. Il faut lutter aujourd'hui, il faut lutter pour l'image du cyclisme, pour la garantir. On ne peut plus avoir ce soupçon. Et pour ne pas avoir de soupçon, il faut un contrôle, non pas de manière inopinée, mais systématique. Il faut qu'à chaque fois qu'un coureur se présente sur un protocole parce qu'il a remporté une course, parce qu'il a terminé deuxième ou troisième, alors j'en suis conscient, on ne peut pas contrôler tous les vélos, c'est pas possible. Moi je vais vous poser une question très claire Cédric, parce que vous avez été quand même aux affaires au niveau de l'Union cycliste internationale. Parce que ça coûte cher, évidemment, pas excessivement cher, mais est-ce qu'on a les moyens financiers aujourd'hui à l'Union cycliste internationale d'effectuer des contrôles systématiques sur toutes les épreuves, sur toutes les étapes des courses à étapes? Est-ce qu'on a les moyens financiers de le faire? Est-ce qu'on a la capacité financière, la volonté? Ok, c'était pas toujours évident, mais on va leur accorder ça désormais. Est-ce qu'on a au moins les capacités financières de mettre en place un tel système de dépistage? Je crois pas qu'on ait les moyens de le faire tout au long de l'année sur toutes les courses UCI. Par contre, sur les courses World Tour ou du calendrier historique, c'est-à-dire sur les grands rendez-vous du cyclisme, on est obligé de le faire parce que premièrement, on demande aujourd'hui aux organisateurs de payer une licence pour adhérer à ce circuit. On demande aux équipes qui sont labellisées World Tour de payer aussi une cotisation, et il faut forcément qu'une partie de cet argent serve à garantir l'authenticité des performances. Et aujourd'hui, vous savez, on a tous en mémoire ces images de Fabien Cancellara qui s'envole dans le Grammont. J'accuse pas ces coureurs, attention, hein. On a cette image de la roue d'Eissedal qui continue à tourner tout seul. Donc évidemment, après on fantasme sur l'utilisation potentielle d'un système de motorisation. Aujourd'hui, la seule façon de garantir l'authenticité, c'est de contrôler. On contrôle bien les coureurs au niveau antidopage. Il n'y a rien de plus facile que de demander au coureur d'amener son vélo au protocole avec une caméra infrarouge. C'est du gâteau. Est-ce que concernant le contrôle de la Belge, championne d'Europe on le rappelle, Femke Vandenrich, est-ce que selon vous, on avait déjà des soupçons auparavant
Probablement. Est-ce qu'il y a eu une dénonciation? Ouais, souvent ça part Ou comme est-ce ça. que Hein. par hasard on est allé voir du côté de son vélo? Parce que on peut se dire ok, c'est l'épreuve féminine des moins de 23 ans, on va contrôler toutes les catégories, notamment sur un championnat du monde, pas uniquement les professionnels. Donc ça dénote en tout cas d'une volonté de trouver, de chercher quelque chose, de mettre en place un système pour démasquer les tricheurs. Ou alors est-ce que bon, elle a été selon vous dénoncée? Vous savez, j'étais pas présent sur les championnats du monde. Je pense que tout est possible à partir du moment où une performance devient extraordinaire. Et je pense que auparavant, il y avait quand même eu déjà des performances surprenantes, notamment lors des championnats du cyclocross de Copenhague, il me semble. On a revu des images un peu par la suite. Mais bon, que cette affaire ait été dénoncée ou que l'UCI ait mis le doigt dessus comme ça parce qu'elle a simplement cherché, je pense que peu importe aujourd'hui. Oui, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas eu de dénonciation, c'est qu'il y a une vraie volonté manifeste de trouver, de chercher, parce que il faut aller récupérer ce vélo au poste de dépannage. Pourquoi ce vélo au poste de dépannage? Cette catégorie qui reste, on va dire, une catégorie, moi j'étais le premier surpris, parce que chez les femmes, chez les dames, catégorie des moins de 23 ans, qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à gagner à remporter un titre de championne du monde? Sérieusement. Ah, si. Bon, non mais attendez, ouais. on va pas se le cacher. Vous parlez financièrement? Oui, mais financièrement, en termes de carrière, en termes de perspectives. Les perspectives de carrière ne sont pas les mêmes, on va pas se le cacher, pour Femke Van Den Driesch, si elle est championne du monde, que pour un Wout van Aert ou un Mathieu Van Der Poel ou même un Elie Iserbyt, le champion du monde espoir. Les contrats ne sont pas les mêmes. Allez poser la question à Caroline Mani. Quand vous découvrez les contrats pour être au départ par exemple d'un cyclocross, il n'y a rien à voir. Sven Nys, c'est des sommes faramineuses. Vous comparez avec Caroline Mani par exemple, qui est vice-champion du monde, qui n'a même pas été invitée sur les 3 derniers cyclocross du côté de la Belgique et qui tout au mieux aurait pu décrocher un contrat entre 500 et 800 euros. On parle de 500-800 euros. Oui. Je sais pas, par cyclocross, vous vous rendez compte? Non, mais c'est la raison pour laquelle, je vous le disais tout à l'heure, je crois que quand ce genre de problème arrive à un niveau relativement bas, on peut et on est en droit d'avoir des craintes face à des structures qui génèrent 20-30 millions d'euros de budget annuel, qui ont des moyens bien plus colossaux, qui peuvent travailler avec des ingénieurs spécifiques. Et si vous voulez, en ce qui concerne ce dossier, c'est pas l'ancien coureur qui vous parle, c'est pas le consultant vélo, c'est l'ingénieur en génie électrique. Vous savez, c'est un peu, ça a été mon cursus universitaire. Je me suis lancé dans des études d'ingénieur en génie électrique et j'imaginais pas un seul instant à cette période-là qu'on puisse créer des systèmes qui facilitent l'aide au pédalage. Mais je peux vous assurer que c'est sûr que ça existe. Moi, ce qui me fait rire, ce sont aujourd'hui ceux qui, dans le milieu du cyclisme encore, n'y croient pas. Pour la plupart, ils ne savent toujours pas envoyer de mail, ces gens-là, mais aujourd'hui, il faut faire face à la réalité. Et pour faire face à ce problème-là, il faut le prendre au sérieux. Et Marc Madiot qui nous dit, à minima, qui répond justement à la question, faut-il contrôler chaque jour, chaque étape, chaque course? À minima, l'UCI doit le faire. Nous payons nos licences, c'est le rôle obligatoire de l'instance que de garantir l'équité. C'est la même chose pour un opérateur de jeu, ou alors il faut tout arrêter. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Marc Madiot et je pense que de toute façon cette situation malsaine elle ne peut pas perdurer parce qu'à un moment donné il faut agir, il faut de l'action et aujourd'hui mettez-vous dans la peau d'un coureur que l'on accuse de tricherie par dopage mécanique alors que c'est un coureur qui a travaillé de façon spécifique, il n'y a rien de plus injuste. C'est d'ailleurs la réflexion que je m'étais faite sur le dernier Tour de France. Moi j'avais sollicité pour un contrôle des vélos mais rapidement, pas le contrôle des vélos à 3 jours de l'arrivée du Tour de France, ça sert à rien. Ça sert plus à rien, on connaît les étapes importantes du Tour de France. Sur ces jours-là, on est obligé de contrôler le vélo du vainqueur, du deuxième et du troisième. Entre parenthèses, vous découvrez le tracé des championnats du monde. Nous sommes dans Pearl et aux abords, c'est... j'ai failli dire la banlieue de Doha, c'est un bien grand mot pour définir les paysages et l'endroit. Mais voilà, donc là nous sommes désormais, sachez-le, sur le circuit des championnats du monde. Donc on va rester un peu plus concentré. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Cédric, pour finir? Est-ce que Marc Madiot qui nous écoute, est-ce que les managers d'équipe qui nous écoutent peut-être ont quelque chose à dire? Non, je pense qu'il faut voir surtout la stratégie de l'UCI maintenant. C'est important parce que ce sont eux seuls qui ont les moyens de lutter contre ce fléau. Mortel pour le vélo, hein, j'insiste. Vraiment, Eddy Merckx le disait avant le Tour du Qatar, c'est pire que le dopage. Vous imaginez quand vous roulez avec quelqu'un qui se trouve sur une bicyclette motorisée? Je crois qu'on peut pas, il n'y a pas de degré, c'est pas pire, c'est pas moins bien, les deux sont de toute façon à éradiquer, les deux sont à bannir.
C'est pire, oui, peut-être c'est plus choquant parce qu'on est moins habitué. Pendant des années et des années, il y a eu une culture du dopage dans le cyclisme. Alors certes, maintenant, alors que c'est en train de se regrouper, 18 secondes, on a tourné la page, on a changé de philosophie, et heureusement, bien heureusement, mais on est peut-être moins habitué. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est exactement la même chose. Il y a tricherie, que ce soit dopage biologique ou dopage technologique. Les deux sont à bannir de toute façon, on est bien d'accord, Cédric. Absolument, absolument. Et si vous voulez, bon, il faut bien comprendre que celui qui gagne une course, c'est pas simplement l'athlète, c'est le couple athlète-vélo aujourd'hui. Parce que c'est vrai que même quand on a un vélo normal, quand il est bien réglé, il y a un travail des mécaniciens au préalable qui est important, un travail de recherche, d'aérodynamisme, etc. C'est vraiment le couple vélo athlète qui remporte une course cycliste et pas simplement un athlète. Il vous suffit simplement de mettre par exemple des pneumatiques de très mauvaise qualité sur un très bon vélo et vous allez le voir, le rendement n'est pas du tout le même. Donc là encore, voilà, je crois qu'aujourd'hui la balle est dans le camp de l'UCI. Moi j'attends avec impatience les dispositions qui seront prises et pas des contrôles inopinés, on n'en veut pas des contrôles inopinés, on veut des contrôles systématiques. Comme amoureux c'est un amoureux du cyclisme qui vous parle. Mais il doit y avoir moyen de mettre en place des systèmes de scellés, des systèmes de code. Avec les vélos, avec une traçabilité. On vit dans un monde maintenant où tout est contrôlé, sécurisé, localisé. Non mais c'est vrai. On va créer une application. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'on n'est pas capable aujourd'hui. Il faudrait un système de traçabilité des vélos, notamment des vélos des coureurs professionnels. Peut-être que, voilà, je réfléchis un peu à voix haute, mais les constructeurs de cycles ont peut-être un rôle à jouer là-dedans aussi, avec des numéros de série, une vraie traçabilité, voir si le vélo a été modifié. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour installer un moteur dans un vélo, il faut intervenir sur le vélo et sur le cadre. Il faut découper le cadre. Donc voilà, peut-être un système de scellé pour voir s'il y a eu manipulation sur le vélo. Il faut réfléchir, mais en profondeur, et pas uniquement se contenter, c'est vrai, à quelques contrôles de temps en temps. Et vous comprenez aisément qu'il faut une collaboration entre l'athlète qui utilise ce vélo, entre le manager qui est forcément au courant de ce qui se passe, et le mécanicien. C'est-à-dire qu'il y a au minimum 3 personnes dans la confidence. Et on retrouve 3 coureurs à l'avant. Preben Van Eck, qui depuis le début d'étape, le champion de Belgique, qui a des fourmis dans les jambes. Vous voyez ce circuit que l'on découvre, et John Delang, qui l'a tracé en partie avec le président de la fédération du Qatar de cyclisme, nous le disait, ce circuit n'est pas rectiligne, c'est-à-dire qu'on a en permanence des changements de direction. Et on en a la preuve ici d'hélicoptère. Vous le voyez, on est sur des portions quand même relativement abritées du vent, portions urbaines. Alors, ce qu'on a vu déjà dans un premier temps, Cédric, sur ce circuit final, c'est qu'il a provoqué le retour du deuxième groupe. Donc on est moins exposé au vent. C'est souvent le cas. Le problème, si vous voulez, c'est que quand on se présente sur un circuit à couvrir à plusieurs reprises, on a souvent tendance à temporiser un peu. Et là, vous le voyez, c'est vrai que le peloton s'est bien reformé. On annonce toujours le groupe Cavendish à 17 secondes, alors j'en suis pas sûr, il me semble qu'il y a eu quand même un regroupement ici et je pense que Mark Cavendish doit faire partie de ce gros peloton, parce que s'il ne fait pas partie de ce groupe là, on annonce 17 secondes pour le groupe Cavendish sur Preben Van Eck. On va peut-être changer de stratégie désormais au sein de la formation d'Imotion Data, on va peut-être jouer la marque Cavendish tout de même. Si on arrive au sprint, c'est sûr, c'est lui qui va tenter de réaliser le coup double avec une deuxième victoire d'étape en 2 jours. Oui, on a demandé à ses coéquipiers. Alors, c'est un scénario idéal. Vous voyez encore un changement de direction ici. On fait le tour de ce rond-point. Hugo qui réagit sur le hashtag Vélo Extra. Bordure, vent, 50 km/h de moyenne. Le Tour du Qatar n'est-il pas finalement la meilleure préparation pour les Flandriennes? Si, assurément. Je pense que le travail qui est effectué tout au long de la semaine sur le Tour du Qatar est très important. Et coïncide vraiment aux qualités dont doit disposer un coureur dans le travail qui précède les monts importants comme le Kwaremont, le Koppenberg, etc. C'est-à-dire que quand les coureurs se présentent dans une difficulté sur une classique, il y a vraiment pendant les 10 km qui précèdent une bataille très importante de placement. Et ça, c'est un travail que l'on fait au quotidien sur les étapes du Tour du Qatar. Alors, si je vous écoute, Cédric, ça veut dire que du côté de la FDJ, ça veut dire que du côté de la formation Cofidis,
on n'a plus d'ambition pour les classiques. Non, mais ils travaillent aussi, hein. Ils sont pas en train de ne rien faire. On travaille aussi. Je pense que le travail est spécifique. Vous savez, les coureurs de la FDJ ont fait l'étoile de Bessèges. Ils vont participer à d'autres compétitions d'ici Milan-San Remo, d'ici les classiques. Donc évidemment, mais là c'est quand même un travail un peu plus spécifique qui décalamine un petit peu plus le moteur, j'ai envie de vous dire. Ça vous fait travailler de façon spécifique avec surtout des conditions météo quand même assez acceptables et similaires aux classiques parce qu'il y a du vent de côté, il y a des bordures. Si je vous écoute, Cofidis et FDJ ne seront pas performantes sur les classiques. Je n'ai pas dit ça. Je vous charrie. Je pense qu'elles auraient pu être plus performantes si elles avaient été présentes sur le Tour du Qatar. Ah oui, il faut faire des choix. C'est-à-dire que si un FDJ ou un Cofidis termine deuxième de Milan-San Remo ou bien d'une autre grande classique, il peut peut-être se dire que si on était passé par le Qatar, on aurait gagné. Non, mais on aura un très très bon indicateur cette année, hein. C'est la formation ETX Quick Step, hein. Oui. On va voir comment elle fonctionne sur les classiques. Jusqu'à présent, on avait un schéma qui était établi en place, qui avait fait ses preuves. Bon, on est obligé de passer par une case différente que celle du Tour du Qatar. Nous verrons si cela a des répercussions sur le niveau de performance des Niki Terpstra, des Zenex Tibar, des Tom Bonnen. Nous verrons. Si vous voulez, ça peut l'avoir sur des coureurs comme Tom Bonnen parce que c'est un coureur qui est maintenant relativement âgé, qui a depuis des années son programme bien spécifique. Et quand on change de programme, c'est toujours compliqué hein, parce qu'on a ses points de repère, on se situe par rapport aux années précédentes. Et à mon avis, c'est peut-être plus un handicap pour Tom Bonnen que pour les autres coureurs de la formation ETX Quick Step. Marc Madiou nous dit calendrier français cette année, on privilégie donc le calendrier français. Il est président de la Ligue aussi, Marc Madiot, il doit faire la promotion du cyclisme français, c'est une nécessité. Hein. Oui, 20 secondes. La route n'est pas très très large quand même, parce que c'est vrai que la crainte de beaucoup, c'était d'avoir des longues lignes droites exposées au vent. On voit que là, on est sur un circuit plus ou moins classique. Hein. Je pense par exemple, je sais pas, ça me fait penser un peu à celui de Madrid, le dernier championnat du monde que j'ai disputé. Bon, d'un point de vue visuel, c'est pas mal en tout cas. Hein. C'est pas mal. Hein, les mauvaises langues qui disaient on verra que du sable. Visiblement c'est pas le cas et je pense que ça va encore un peu évoluer sur cette année 2016. Non, et puis le contexte de toute façon dans lequel les coureurs vont disputer les championnats du monde sera complètement différent. On aura plus de concurrents au départ, on aura une nervosité qui sera évidemment plus importante. Moi je reste persuadé qu'on peut assister à une belle course parce que c'est vrai que l'année dernière on s'était fait la même réflexion. Vous savez, à Richmond on s'était dit c'est un circuit monotone, il va rien se passer, et pourtant le final a été splendide. On a eu cette attaque de Peter Sagan. Rien ne dit que les équipiers des sprinters seront capables de cadenasser toutes ces attaques pendant 260 km. Ouais, on va retrouver un championnat du monde à l'image de la victoire de Mario Cipollini à Zolder. Autre championnat du monde, Madrid par exemple, c'était pas très dur Madrid. C'était c'est Bonnen qui gagne. Dur, hein. Oui, pour vous, oui. J'ai pété quand même dans le final. Non, c'est un championnat du monde, ça reste une course difficile et c'est pas parce qu'on a 40 coureurs qui se présentent pour aller chercher le titre que la course n'est pas compliquée. Il y a quand même une intensité de course, il faut éviter les pièges des courses. Vous voyez qu'il y a des ronds-points. Ça, dans un championnat du monde, par exemple, ça peut être problématique parce qu'il y a vraiment de la nervosité. Et de toute façon, même si les coureurs se présentent à 40, c'est celui qui aura le plus d'explosivité qui va aller remporter ce titre. Benjamin Petit nous dit sur le hashtag Vélo Extra, c'est tellement beau de voir le champion de Belgique à l'avant. Des réactions bien sûr sur le hashtag Vélo Extra, vous avez été nombreux. Hugo qui nous dit bordure vent 50 km de moyenne, le Tour du Qatar n'est-il pas finalement la préparation idéale pour les Flandriennes? On a répondu à cette question. Virginie qu'on salue, qui est une fidèle, en parlant de dopage, 2 cas chez Katusha, l'UCI doit donner une sanction. Pourquoi l'équipe est-elle présente sur le Tour du Qatar? Je crois qu'on attend le résultat de la contre-expertise. Vous savez, quand un athlète est contrôlé positif à une substance, on a le résultat de l'échantillon A évidemment, et de façon légale il me semble, on est dans l'obligation d'attendre le résultat de la contre-expertise pour vraiment valider le résultat. On peut dans un cas, si vous voulez, extrême, avoir une contre-expertise qui ne confirme pas le premier résultat, auquel cas évidemment on annule la procédure, mais de façon légale je pense que l'UCI doit attendre que la contre-expertise soit réalisée dans un autre laboratoire et à partir de là elle peut prendre des sanctions. Et effectivement, hein, si l'UCI applique son règlement, quand on a 2 coureurs contrôlés positifs en l'espace de 12 mois
pour une formation, elle est obligée de s'auto-suspendre entre 15 et 45 jours. Alors imaginez un seul instant que cette suspension survienne entre Milan-San Remo et le Tour des Flandres par exemple, ça serait une catastrophe bien sûr pour moi je trouve, je vais pour vous dire, on devrait sortir un décret, un statut qui dit que en attente de l'analyse de l'échantillon B, eh bien l'équipe est tout simplement suspendue. Parce que si aujourd'hui on a la... Regardez, en plus, formation Katusha joue un rôle majeur sur la course, là, oui. sur le scénario de ce Tour du Qatar. Si dans 3 jours on apprend que finalement elle est suspendue, ben voilà, elle aura quand même joué, elle aura pesé, elle aura modifié le scénario de ces 2 premières étapes du Tour du Qatar, au détriment d'autres coureurs et au détriment d'autres équipes. C'est vrai que sur le fond, alors il y a 2 versions, hein. C'est vrai qu'il y a ceux qui pensent aussi que c'est illégitime de pénaliser un groupe qui n'est pour rien sur une faute isolée. Après, il faut mener une enquête interne pour savoir si vraiment c'est un système organisé ou si c'est une brebis galeuse. On l'a entendu, la brebis galeuse, le mouton noir, le cas isolé. Mais c'est vrai que 2 cas en l'espace de 12 mois, c'est quand les cas isolés s'accumulent, ça devient plus un cas isolé. Alors ce qui est encore plus compliqué, c'est que le vrai patron de Katusha, c'est Igor Makarov, c'est lui qui a permis à Brian Cookson de devenir président de l'UCI. Vous comprenez? Alors c'est toujours compliqué, hein, quand on a des amis qui vous permettent d'atteindre, voilà, ça doit discuter en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que finalement on tourne toujours autour du pot et ça n'avance pas beaucoup. Vous vois sceptique. Non mais je vois bien que vous attendez une réaction de ma part, je vous écoute. Non, pas du tout, Moi c'est un constat que je fais et c'est vrai que c'est toujours plus compliqué, mais de toute façon la règle doit être la même pour tout le monde, qu'on s'appelle Katusha, Astana, FDJ ou Cofidis. Donc on attend la façon de procéder. Je crois que Cookson ce matin a déclaré qu'en aucun cas la formation Katusha ne serait suspendue avant la fin du Tour du Qatar. Ça c'est déjà une bonne chose pour Christophe, pour ses équipiers et pour les organisateurs surtout du Tour du Qatar. Imaginez un scénario catastrophe où on demande ce soir à Christophe de partir et faire ses valises. Eh bien je vois que ça réagit. Vous savez quoi? Et un coureur dont je ne citerai pas le nom, très bien, pas toujours obligé de citer ses sources, mais réagit. Il est présent dans le peloton professionnel, nous dit on n'a jamais réfléchi si des coureurs par exemple utilisent des vélos en dessous de 6 kg 800. Toute la course échange dans le final pour un vélo qui n'est pas 5,5 kg. Par exemple, voilà. Parce que ça existe évidemment. Il y a un gain en kilos transportés, surtout sur des courses à étapes en montagne. Non mais je n'ai jamais posé cette question, c'est une bonne remarque. Mais je valide absolument. On sait aujourd'hui que les constructeurs, et certains en font un argument marketing, sont capables de vendre des vélos dont le poids est inférieur au poids minimum imposé par l'Union cycliste internationale, qui est de 6,8 kg. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui tous les coureurs ont des systèmes SRM qui alourdit un peu le vélo, on est capable de lester, on peut mettre un peu de plomb dans le vélo, parce que quand on est vicieux, quand on est voyou au point de mettre des systèmes d'aide au pédalage, vous comprenez bien que... Ouais, mais alors attention, moi je suis entièrement d'accord, c'est vrai, il faut une équité absolument parfaite. Mais attention, parce qu'à ce moment-là, on décide, un peu à l'image de la Formule 1, d'avoir exactement les mêmes poids, le même matériel, les mêmes marques de cycle, les mêmes roues. Si on veut une équité absolument parfaite, il faut aller au fond des choses. Il faut aller au fond des choses. Alors attention à ne pas tomber aussi dans un sport ultra aseptisé, parce que la technologie fait aussi partie d'une réflexion, du travail des équipes, du travail des managers, du travail du staff. Les mônes, ils gagnent le Tour grâce à un guidon triathlète sur Fignon pour 8 secondes, je le rappelle. Si il a un vélo traditionnel, c'est peut-être pas la même histoire. Et j'ai envie plutôt de retourner en sens inverse, de vous dire que Fignon a perdu le Tour de France parce qu'il n'était pas en avance technologique. Il est là évidemment le problème, parce que quand on perd 8 secondes sur un coureur qui a un guidon de triathlète dans un chrono, il est clair que si Fignon ce jour-là avait le même matériel que Greg LeMond, il aurait gagné le Tour de France. Donc voilà, après il faut fixer la limite. Bon, je pense que en ce qui concerne le poids, c'est une histoire de sécurité, parce qu'on estime que quand on est parfois à près de 100 km/h dans des descentes de col, il faut quand même une certaine stabilité, et un vélo de 5,5 kg, c'est pas terrible à 100 km/h. Et complément d'information, 1 kg égale 4 à 5 watts sur un grand tour avec 22 étapes, 21 étapes. Ça fait pas mal au final après 3 semaines. Ah mais moi je vous le confirme, hein, j'ai pris 15 kilos, je le sens dans les bosses. Hein. Mais c'est vrai, hein, chez un coureur, un simple kilo. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a jamais de contrôle de poids sur une étape de montagne. Ça, pas besoin de me convaincre, hein, j'en suis persuadé.
faudrait poser la question à Brian Coxon un jour. Non mais c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous disais que ce n'était pas un individu qui gagnait une course, mais c'était vraiment un duo individu plus machine. Aujourd'hui, on fait vraiment des vélos qui sont performants et on le sent rapidement. Vous savez, les amateurs de cyclisme qui pratiquent ce sport le week-end essentiellement, ils ont l'occasion de tester plusieurs matériels et même en changeant de roue, en changeant de pneumatique, en changeant de cadre, vous sentez une vraie différence de rendement. Donc il est clair que certains coureurs malheureusement sont avantagés par rapport à d'autres parce qu'ils travaillent avec un équipementier qui est un petit peu plus à la pointe de la technologie. Mais ça me dérange pas, vous voyez. Ça me dérange pas parce ça que fait partie du jeu, ça fait partie du boulot des équipes, de travailler sur le matériel, sur l'optimisation, sur la soufflerie, sur... ça me dérange un peu moins. C'est vrai qu'il y a certains constructeurs, hein. Allez, on va les citer. Il y a notamment une guerre entre Giant et Specialized qui revendiquent notamment le vélo le plus aérodynamique. Le vélo qu'utilisait auparavant notamment Mark Cavendish, qui était le modèle bench de chez Specialized. Ils ont fait des tests en soufflerie, ils revendiquent, alors il y a une partie commerciale évidemment, c'est un argument commercial, on va pas tomber dans le panneau, comme être le vélo le plus aérodynamique. Il y a un gain de temps assez important sur des longues distances, mais c'est vrai qu'on est les équipes, les managers, les coureurs sont dépendants du constructeur, mais le boulot des équipes c'est avec ce constructeur d'optimiser au maximum et de tirer le meilleur profit du matériel qui est à la disposition des équipes. Après on est tous sur des cadres en carbone, légers, rigides, des roues en carbone, voilà, il n'y a pas de grosse différence, donc on peut quand même aller chercher ces quelques petits dixièmes, centièmes de seconde ou secondes même, ô combien importante. C'est du sport professionnel, du sport professionnel, c'est pas la sortie du dimanche à Longchamp. Absolument, ça se gagne parfois à quelques fractions de seconde et je pense notamment au contre-la-montre où le matériel a aussi vraiment une vraie importance. Mais vous savez, aujourd'hui, je crois que tous les constructeurs qui sont présents ici dans le peloton professionnel ont quand même un vélo qui est vraiment de très bonne qualité et à très peu de pourcentage près, on a plus ou moins le même rendement. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Aujourd'hui, quelle que soit la marque, si vous prenez le vélo haut de gamme de cette marque-là, vous avez vraiment du bon matériel. Cher aussi, un vélo aujourd'hui professionnel, c'est quand même entre 10 et 12 000 euros. C'est pas donné. Bien sûr. Avec les roues en carbone, les pneumatiques, les groupes de changement de vitesse électriques pour la plupart d'entre eux maintenant. On a essentiellement du carbone qui a fait son apparition et c'est ce qui nous a fait gagner un petit peu de poids aussi, tout simplement, il faut le dire. Bon, il n'y a pas de... Ce qui est plutôt intéressant, et ça on peut le constater sur les dernières années, sur les 10, 15, 20 dernières années, il n'y a pas de... Quand un constructeur sort un nouveau produit, il y a une faculté, une capacité de réaction immédiate de la part des autres constructeurs qui fait que finalement il n'y a pas de grosses différences et qu'on est tous plus ou moins équipés de la même manière. Dans le peloton on peut pas... Voilà, ça c'est vrai qu'à l'époque il y avait des... Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut... Je me souviens, Marc Madiot qui nous écoute le sait encore mieux, quand on est passé des pédales à lanière aux pédales automatiques, il devait y avoir un gain absolument important. Et puis certaines équipes ont mis du temps à s'y mettre. Quand on est passé d'un guidon traditionnel, on l'a dit, on a pris l'exemple de Greg LeMond à un guidon triathlète avec les prolongateurs, peut-être l'utilisation des roues pleines. Je sais qu'il y avait la selle à appui dorsal également à un certain Thierry moment. Marie, Marc Madiot a dû l'utiliser d'ailleurs, il me semble, avec Cyril Guimard. Vous imaginez le scandale aujourd'hui oui. Avec les moyens de communication, la faculté de réaction sur les réseaux sociaux. Si on avait un coureur qui se présentait avec un appui dorsal au départ d'une course, d'un grand tour, d'un contre-la-montre, c'est compliqué. À l'époque c'est un peu passé comme une lettre à la poste. Oui, bien sûr. Donc les mentalités évoluent. Mais il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et nous sommes à 50 km de l'arrivée avec un peloton des favoris qui est pointé désormais à 27 secondes de la tête de la course. Scénario idéal. Scénario idéal. Ça, voilà, on se permet de
sortir un petit peu de la course parce qu'on est encore relativement loin, 50 km de l'arrivée, scénario traditionnel, 2 coureurs à l'avant, la formation d'Imotion Data qui contrôle parfaitement le peloton. On voit l'équipe Katusha bien organisée autour d'Alexander Kristoff, Mark Cavendish avec son maillot or de leader, 26 secondes, dernier écart. On va faire une courte respiration, la première, il y en aura 2 très précisément, et puis on vous laisse profiter bien sûr de ce circuit, on le rappelle, car c'est tout simplement le circuit des prochains championnats du monde, les championnats du monde qui seront à suivre sur les antennes de beIN Sport. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. 4 secondes avec 2 coureurs à l'avant. Il y a Cédric, le champion de Belgique, bien évidemment, qui était déjà présent dans une échappée au préalable, et il n'est pas tout seul puisqu'il est avec Mike Tennyson également à l'avant de la course. Ils sont deux, c'est Gatis Mukulis plutôt, excusez-nous, pour la formation Astana. Voilà pour la situation en course, 24 secondes, l'écart se stabilise, un peloton qui contrôle parfaitement cette échappée. Une situation parfaite pour les sprinteurs, pour Mark Cavendish évidemment, ça va lui permettre peut-être de récupérer un peu, on l'a vu tout à l'heure en difficulté, et puis sur ce circuit visiblement pour l'instant il ne se passe pas grand chose, donc on retarde tout simplement l'échéance du sprint final. Alors, plusieurs réactions sur le hashtag Vélo Extra, vous réagissez à nos débats. Johan qui nous dit l'UCI avait refusé le même guidon à l'équipe de Fignon un peu plus tôt, donc il n'avait pas osé l'utiliser. Et Cyril Guémard qui réagit, qu'on salue, qui nous écoute. Cédric, sur le cas Fignon, tu dis n'importe quoi. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas, que tu ne connais pas, que tu ne sais pas le problème qu'avait Laurent. Oui, c'est vrai, Laurent avait un problème à la selle, il me semble. Enfin, je pense qu'il connaît beaucoup mieux le problème que moi. J'étais juste devant ma télé à cette période-là. Mais non, je pense que c'est vrai que Laurent était souffrant physiquement. Donc ça l'a probablement affaibli. Mais même souffrant physiquement, ce que je voulais dire simplement, c'est que si ce jour-là, Laurent Fignon avait utilisé le même matériel que Greg LeMond, il aurait forcément été plus vite, même avec un problème à la selle. Et que si Greg LeMond n'avait pas utilisé ce guidon... Même avec le problème à la selle, Fignon aurait certainement gagné. Enfin, moi je pense que sur un chrono comme celui-là, les 8 secondes font partie du guidon de triathlète. Hein. Donc je dis pas complètement n'importe quoi, Cyril. Il n'hésite pas évidemment à réagir. Il a raison. Bah, cela dit, avec Cyril, j'ai bien fait de ne pas l'écouter parce que quand j'avais 24 ans et que je gagnais mon étape au Tour de l'Avenir, il me demandait encore d'attendre avant de passer professionnel. Je serais peut-être encore chez les amateurs si j'avais écouté. Hein. Heureusement que j'ai eu une autre équipe que la sienne qui m'a proposé un contrat chez les professionnels. Ça, c'est l'orgueil du coureur, de l'ancien coureur professionnel. Il en faut. Et cette âme de champion que vous avez conservée, Cédric. Non, c'est vrai, hein, parce qu'à l'époque, j'y avais 24 ans. Allez, c'est bonne guerre, on va pas vous en tenir rigueur. Non, et puis c'est vrai que quand on veut passer professionnel, vous voyez dans le peloton actuellement, on doit avoir entre 18 et 22 ans. On donne plus beaucoup sa chance à un coureur qui avance dans l'âge. Le dernier, c'est Jean-Christophe Perrault. Plus à votre époque quand même. Non ? Pas vraiment. Hein. À votre époque, on embauchait plus facilement des coureurs plus âgés. Aujourd'hui, vous êtes passé pro à quel âge, Cédric ? 24 ans et demi. Ouais, 24 ans, ça commence à faire bien tard sûr. Aujourd'hui désormais. Hein. Bien sûr, et donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est toujours difficile d'entendre un manager vous dire ce serait mieux que tu fasses encore une saison chez les amateurs avant de voir. Je pense que les deux mondes sont complètement différents. Et donc, voilà, moi j'ai saisi ma première opportunité. Et malheureusement, j'ai jamais eu la chance de travailler avec Cyril, parce que lui, il a quand même un palmarès en tant qu'ancien champion exceptionnel, mais aussi en tant que manager. Il a mené les plus grands à la victoire au Tour de France. Et effectivement, il sait ce dont il parle. Bah écoutez, mais on Cédric, se respecte, je le respecte comme un champion. C'est comme avec les femmes, parfois il y a des rendez-vous ratés. Ça s'explique pas, c'est comme ça. C'est vrai. On va pas refaire l'histoire. Non, c'est vrai. Hein, situation identique. J'ai jamais eu l'occasion non plus de travailler avec Marc Mathieu, avec Vincent Lavenu. Mais ça, c'est parce qu'il voulait pas de vous, Marc Mathieu. Si. Moi, je sais pas, je pense. Hein. Ah là là. J'ai choisi Roger Leger, voilà. Il faut bien faire des choix dans la vie. 33 secondes, l'écart se stabilise, 45 km de l'arrivée. Cédric, vous en pensez quoi de ce tracé des championnats du monde ? Difficile parce qu'on voit que la situation pour l'instant est assez claire. On a deux coureurs qui sont en train d'ouvrir la route avec 30 secondes d'avance sur un peloton qui est complètement contrôlé par les équipiers de Mark Cavendish. Donc j'ai envie de vous dire qu'il ne se passe pas grand chose et on ne peut pas tirer beaucoup d'enseignements. L'enseignement global, c'est qu'on voit qu'on n'a pas de longue ligne droite, c'est un circuit probablement rapide, assez technique quand même,
A priori, il ne devrait pas pleuvoir ce jour-là, mais imaginez un seul instant une journée difficile avec de la pluie à Doha, ce qui serait quand même singulier. Mais le circuit sera rapide, des rétrécissements, des changements de direction. Je trouve quand même ce circuit assez technique. Je m'attendais plus à des longues lignes droites, si vous voulez, exposées au vent. Et visiblement, on voit que le vent n'a pas vraiment une grande importance sur ce circuit. Pour l'instant, c'est le premier constat. Après, effectivement, il faut voir sur la distance qui sera proposée, elle sera de plus de 250 km. Oui, quel que soit de toute façon le profil, quel que soit le scénario de la course, passer les 250 km, voilà, c'est plus le même sport, hein, c'est différent. Non, ce qui va être surtout intéressant, c'est d'écouter les commentaires des coureurs, parce que c'est vraiment eux qui peuvent nous donner le ressenti. On va voir tout à l'heure, à l'issue de l'étape, ce qu'ils en pensent. Bon, Marc Madiot qui nous dit si j'avais eu contact avec son conseil de l'époque à ses débuts. Bon, bah visiblement, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, Cédric, pour vous vendre. Eh oui, je sais. Non, mais je pense que quand on est coureur, on rêve. Aujourd'hui, les jeunes rêvent de travailler avec Marc Madiot, avec Vincent Lavenu. Voilà, ce sont des managers qui font vraiment rêver, c'est vrai, hein, quand on est jeune. Et le premier qui vous offre la possibilité de passer chez les pros, vous ne posez pas la question, vous signez. Ça, c'est évident, ça c'est bien d'accord. À l'époque, c'était Novema Laser Computer, une équipe franco-belge avec Charlie Motet, avec Ronan Pinsec. Voilà, j'avais cette petite équipe française et j'ai passé un bon moment avec eux. Quelle année? C'était 94. Ah mais 94, la FDJ ça n'existait pas encore. Ah non, non, c'était 97 la FDJ, je pense. Tout à fait. Oui. De toute façon, il n'aurait pas pu vous faire passer... Enfin par la suite, hein, mais pas à vos débuts. J'étais maillot jaune. Marc va me dire, t'étais trop cher, t'étais maillot jaune en 97. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, cette année-là, c'était l'année de la première année. Voilà. Cofidis a été créé aussi avec Cyril Guimard cette année-là. Ouais, mais attention Cédric, en 97, la FDJ, la première année, si je me souviens bien, c'est première équipe mondiale. Hein. Ah oui. Au plus grand nombre de victoires sur la saison, je crois. Il y avait une histoire comme ça, donc je dis pas que vous aviez pas votre place là-bas, mais vous auriez pu avoir votre place là-bas. Mais ça marchait pas mal déjà. Ça marchait pas mal. 97, c'est Guédon sur Paris-Roubaix aussi, il me semble, non? Ah, pour la première année de la FDJ, je crois pas. Non? Ah non, je crois pas. Je vais vérifier. Regardez. Je vais vérifier. Je sais qu'il y avait Fondriest à l'époque. Il y avait. Je sais qu'il y a eu Agneau Luto sur le Tour de Suisse parce qu'on en a discuté pendant le Tour de France. Il m'a dit. Pas avec la FDJ, il était chez Casino, chez je pense. Ouais, chez Casino. Il disait, oh là, j'aimerais bien changer mon maillot du Tour de Suisse contre le tien du Tour de France. Ah ouais. Bon, on choisit pas malheureusement. Hein. Guédon. Frédéric Guédon, qui est directeur sportif, hein, désormais, on le rappelle, avec Marc, de la FDJ. Ah ouais, 97. Ah voilà. Pas si mauvaise que ça, ma mémoire. 97. Il devance Plancart, Musseux, Schmid. Un vrai exploit. Ils arrivent, je pense, à 8 ou 9 sur le vélodrome. Oui. Et il y avait Moncassin aussi dans le coup. Hein. Chez Gann alors. Bon, oui. Ah ouais, ils arrivent dans le coup, mais il avait plus de jus visiblement pour sprinter. Ils arrivent à 8 exactement. C'est sympa de revoir un petit peu ces palmarès là qu'on a délaissés. Il a été opportuniste hein, sur le coup, le Fred Guédon. Il a lancé son sprint de loin, tout seul, de l'arrière. Bon, fallait être devant, fallait être costaud déjà pour être là où il était. Ça, c'est incontestable. Oui, hein, ces changements de direction, vous le voyez, risquent d'être quand même problématiques le jour des championnats du monde. Aujourd'hui, c'est pas... Allez-y. Marc Madiot qui nous dit effectivement très coûteux, Cédric Vasseur. Il y a toujours des exigences élevées de toute façon, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation. Alors, Cyril Guimard nous dit en aucun cas il ne pouvait utiliser le guidon triathlon médicalement, il n'aurait pas dû prendre le départ. Je t'expliquerai. Ah bah bon, on n'a pas tous les... on n'a pas toutes les infos. C'est difficile effectivement d'avoir un jugement précis. Mais c'est vraiment une arrivée qui a marqué le monde du cyclisme, on s'en souvient tous bien sûr, sur les champs contre la montre. D'ailleurs ça a été la dernière fois où le tour s'est terminé par un... On n'a pas renouvelé l'expérience. Mais bon, ça fait partie des grandes batailles de l'histoire du cyclisme. Et c'est l'occasion d'avoir une pensée évidemment pour Laurent Fignon et ses proches. On le rappelle, lui qui malheureusement nous a quittés. De victoire tout de même sur le Tour de France, Laurent Fignon. Et qui avait du tempérament, ça c'est une certitude.
La tête de la course, toujours 2 hommes à l'avant. Qui continue de bien se relayer, mais vous le voyez, hein, on creuse pas vraiment. Avec le champion de Belgique qui porte le maillot de la formation Top Sport Vlaanderen Baloise. Est-ce qu'on peut se surprendre de retrouver le champion de Belgique dans une équipe, allez, on va dire qui a vocation à briller sur les classiques, mais qui n'a pas vocation à briller sur les plus grandes épreuves du calendrier World Tour, qui ne fait pas partie du World Tour. Un peu à l'image de, regardez, Steven Traunet, champion de France chez Aubert, hop, on est transféré chez Fortuneo Vital Concept. C'est pas le cas du champion de Belgique. On s'intéresse pas du côté de la formation Ethics Quick Step, des autres équipes belges, de la formation Lotto. Est-ce que on s'intéresse pas à Preben Van Eyck, Cédric? C'est difficile, je crois que ça a été un champion de Belgique un peu surprise. Preben Van Eyck n'est pas un jeune coureur, hein, ça fait déjà quelques années qu'il est dans le circuit, donc on connaît évidemment ses capacités, on connaît aussi malheureusement ses faiblesses. Il n'a pas un palmarès pour l'instant exceptionnel. Et bon, c'est vrai qu'il y a une certaine époque où les équipes voulaient avoir un maillot national distinctif dans leur équipe. Je suis en train de regarder, Preben Van Eyck a 33 ans, il est né au mois de juillet 82, donc vous voyez, il a quasiment fait toute sa carrière au sein de la formation Top Sport Vlaanderen. Moi je pense, voilà, tout simplement, là, cette formation a profité de ce titre de champion de Belgique qui couronne un petit peu aussi, si vous voulez, le travail de toute une équipe de formation. C'est vraiment une équipe qui est faite pour former les choses. Et donc voilà, Preben Van Eyck qui se retrouve et qui va sûrement finir sa carrière au sein de cette équipe. C'est le choix de la fidélité donc pour le champion de Belgique. On le rappelle, hein, il est accompagné de Gatis Moukoulis pour la formation Astana. 51 secondes. On est là pour montrer le maillot, on est là pour faire des efforts à l'avant de la course, Cédric. Oui, on est là pour essayer peut-être de tirer son épingle du jeu, mais c'est vrai qu'avec ce scénario, ça va être quand même relativement compliqué pour ces deux hommes. Ça va être dur de sortir tout de même sur le championnat du monde. Voilà, ça c'est la ligne d'arrivée des championnats du monde. Ouais. Vous voyez, c'est ce sprint ici qui vient d'être remporté donc, par ces deux coureurs. Et là, on aura vraiment la ligne des prochains championnats du monde. Léger faux plat montant. Léger faux plat montant, et celui qui passera en premier au terme des 250 km remportera cette épreuve. Et là, vous voyez, le vent est relativement défavorable sur cette portion. C'est vrai, les 100 derniers mètres sont en léger faux plat montant. Je pose une question, puisque du côté des organisateurs, on a refusé la venue d'un Tom Bonnen, d'un Niki Terpstra par exemple, la formation Ethics Quick Step dans son ensemble pour des raisons de comportement. Qu'en sera-t-il pour les championnats du monde? Pensez qu'il sera le bienvenu, Tom Bonnen, au Qatar? Est-ce que Niki Terpstra sera le bienvenu également pour les championnats du monde? Mais là, ils seront labellisés équipe de Belgique, puis Ethics Quick Step. Ah, oui. A priori. Ça change tout. Je pense, oui, non. D'accord, d'accord. Ça reste les mêmes personnes. Ça reste les mêmes personnes pourtant. Mais a priori, comme ils seront labellisés équipe de Belgique, j'espère qu'on verra Niki Terpstra, j'espère qu'on verra Tom Bonnen sur ces championnats du monde, bien sûr. Il est encore trop tôt pour imaginer quoi que ce soit. Ah, vous voyez que Boasson-Hagen a été chercher une petite seconde de bonification. Je pense qu'on a été assez large, on a abordé tous les sujets de l'actualité. Un mot peut-être sur les épreuves qui vont débuter. Cédric, on a suivi l'étoile de Bessèges avec la Méditerranéenne, nouvelle épreuve qui est rebaptisée, mais qui reprend, on va dire un petit peu, c'est l'ADN du circuit du Tour méditerranéen qui avait disparu. Calendrier français qui s'étoffe avec un profil et une topographie complètement différente que celle proposée actuellement par le Tour du Qatar, qui se rapproche plus
du Tour d'Oman par exemple, avec Absolument. des ascensions, des difficultés d'école. Oui, bravo tout simplement aux organisateurs de remettre ces nouvelles épreuves au calendrier français, parce que c'est pas évident d'organiser une course cycliste. Vous savez, c'est relativement compliqué. Il faut des autorisations un peu partout, surtout dans le sud-est de la France. Et donc c'est bien, de toute façon, à partir du moment où il y a une épreuve qui permet de mettre en avant des cyclistes, c'est forcément une bonne chose. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Bessèges aussi, on a une belle petite course, et souvent sur ces rendez-vous, ça permet aux Français de tirer leur épingle du jeu, comme l'a fait Jérôme Koppel la semaine dernière sur les routes de Bessèges. On a eu vraiment une belle razzia française avec Chavanel, avec Coquard. Ouais, Koppel, mais ça, bien moi, sûr. alors ça je vais vous dire, chaque année ça se passe comme ça. Chaque année en début de saison on a des coureurs français, et tant mieux d'ailleurs, hein, on va pas s'en plaindre, je veux dire qu'on bosse bien du côté des équipes françaises qui brillent sur les premières courses, mais chaque année on s'écrase quand on arrive sur les classiques. Le niveau n'est pas le même, effectivement, mais je pense qu'on a des coureurs jeunes comme Brian Coquard qui vont forcément encore bien progresser. C'est déjà pour la confiance, c'est bien de gagner rapidement. Vous savez, moi je me suis déjà retrouvé dans des équipes qui au mois d'avril n'avaient toujours pas de victoire. Et là c'est compliqué parce que on a tendance à faire un peu n'importe quoi, à se glisser pas forcément dans la bonne échappée, on prend la course à l'envers. Quand vous avez déjà une, deux ou trois victoires au compteur, et c'est le cas de beaucoup d'équipes actuellement, bon, ça vous permet d'être un peu plus serein, de jouer les bons coups surtout, d'attendre, parce que le cyclisme aujourd'hui c'est aussi parfois une course d'attente et de produire le bon effort au bon moment. Et ça c'est important. Maintenant c'est évidemment tout le travail qui va être effectué à partir d'aujourd'hui jusqu'à Milan-San Remo plus ou moins qui va être déterminant par rapport aux performances des coureurs français. J'espère qu'on verra un Français pour la gagne sur la ligne à San Remo. Hein. Oui, pour la gagne, oui. On a Pour eu des gagner, Français pour la gagne sur les dernières années. Oui, On peut citer Nasser Bouhanni notamment. Arnaud Desmar aussi. Mais gagner, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, c'est vrai. Mais le cyclisme français quand même se porte de mieux en mieux. Après, vous parlez de Milan-San Remo. Milan-San Remo, ça reste, on va dire, à la fois, à mon sens, une des plus belles. Mais une Là loterie. où le suspense, ouais, est absolument intenable et entier jusqu'au dernier mètre, jusqu'au dernier kilomètre. Mais ça reste la plus facile quand même. Ça reste la plus facile à terminer. À terminer, oui. Moi, Si on est dans un grand jour on termine. et qu'on est dans les roues, qu'on est dans les bonnes roulettes, ça peut passer. Ouais, vous êtes méchant quand même. Moi, Non. j'ai dû en faire 10 des Milan-San Remo à peu près. J'ai terminé une seule fois dans le bon groupe pour la gagne. D'accord. Et je peux vous assurer que, bon, je travaille aussi pour les équipiers, mais c'est vrai que l'enchaînement, c'est une course hyper facile à terminer. Ça peut paraître paradoxal parce qu'il y a quand même 290 km passés. C'est près de 7 heures de vélo de selle. Ça fait mal aux fesses. Mais c'est vrai que dans le final, pour aller gagner ou pour briller Milan-San Remo, il faut vraiment faire aucune faute tactique. Et ça, c'est assez Pour compliqué. gagner, oui. Pour gagner le dernier kilomètre, la stratégie, elle est absolument. C'est très compliqué d'anticiper. Par contre, s'il fait beau, Oui. s'il n'y a pas de neige, s'il pleut pas, si on est en bonne condition, on a bien préparé son début de saison, Ça- logiquement, ça peut se faire, ouais. on peut aller assez loin avec les meilleurs si on sait frotter aussi. Voilà. Si on sait bien se placer. Oui, il faut. Du Poggio, pied de la Cipressa, ça peut passer quoi. Il faut frotter et je pense qu'il faut pouvoir aussi compter sur des coéquipiers jusqu'au moins la descente du podium. Hein, c'est important. Regardez l'année dernière un coureur comme Paolini par exemple qui va manquer à Christophe cette année. Ouais, mais Degenkolb il gagne tout seul. Hein. C'est vrai. Parce qu'il avait une vitesse exceptionnelle. C'est vrai, vous n'avez pas tort de le dire. Donc oui, donc c'est plus sur des courses, parce qu'on revient au débat autour des coureurs français, c'est plus sur des épreuves comme Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, où là, bon, c'est une autre histoire. Hein. Oui, c'est une... Et le deux Et pour arriver, on est quand même d'accord, vous dites que je suis un peu dur Cédric, mais pour arriver pour la gagne au Tour des Flandres, c'est notre paire de manches. je pense. Déjà pour finir le Tour des Flandres. bien Parce que l'impression. quand on n'a pas un super niveau ce jour-là, on est incapable de terminer. Hein. Ça reste des. Bon, c'est pas pour rien que ces courses appartiennent au calendrier historique. Ce sont des monuments du cyclisme. Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, le Giro di Lombardia. Voilà, je crois que ces courses-là sont vraiment des courses difficiles à terminer déjà. Et quand on est capable de jouer les premiers rôles dans le final pour aller faire une place dans les 5 ou dans les 10, c'est vraiment qu'on a un niveau exceptionnel. Oh là là, on a Nico qui se lâche sur le hashtag Vélo Extra qui nous dit sérieusement l'étoile de Bessèges c'est niveau régional en ce qui concerne le plateau présent. Aucune pointure étrangère. Cédric, vous en pensez quoi?
on peut pas lui donner tort non plus. Il n'y avait pas les meilleurs mondiaux, mais ici par exemple non plus sur le Tour du Qatar, par exemple, on n'a pas quitté le sprint. Hier, Cavendish a quand même gagné. Je pense qu'il n'y a plus de petites victoires dans le cyclisme. Ça, c'est une certitude. c'est sûr. Quand on gagne, certains, c'est vrai, ont toujours tendance à un peu dévaloriser en dévalorisant la performance. Non, il y a vraiment un peloton aujourd'hui qui a toujours soif de victoire. Donc on a toujours face à soi des coureurs qui vont se battre. Après, effectivement, on ne peut pas non plus rassembler le plateau du Tour de France sur chacune des courses. Et une victoire reste quand même en fin d'année sur votre palmarès. Ce qu'il faut après, évidemment, c'est confirmer à l'échelon supérieur. Sur le hashtag Vélo Extra, il y a Stéphane Pouilly qui s'inquiète de votre condition. Cédric, où on est Cédric Vasseur pour l'entraînement de la poursuite de la prochaine nuit du vélo. Tiens, parlez-nous un petit peu de cette nuit du vélo puisque vous êtes ambassadeur. C'est l'occasion de mettre... De souligner cette très belle initiative et parler notamment de cette fondation, la fondation d'Agestions. Oui, d'ailleurs je salue Stéphane Pouilly qui était l'ancien directeur du STAB, le vélodrome couvert de Roubaix, avec qui on a collaboré pendant 3 ans à l'organisation d'une soirée caritative, le week-end de Paris-Roubaix tout simplement. Ça fait maintenant 3 ans que nous organisons le vendredi qui précède le Paris-Roubaix, une soirée caritative au profit de la fondation Digestions. C'est une fondation de recherche sur les maladies digestives et la nutrition dont je suis un des ambassadeurs depuis sa création en 2008. Voilà, l'idée c'est tout simplement de mettre en avant la région Nord-Pas-de-Calais, le vélodrome couvert de Roubaix, et puis de surfer sur cette aura médiatique de Paris-Roubaix en rassemblant les meilleurs coureurs. La première année nous avions Gilbert Duclos-Lassalle comme parrain, Bernard Hinault en deuxième année. L'année dernière, c'était Bernard Thévenet qui fêtait le 40aire de son anniversaire sur le Tour de France. Cette année, nous aurons la chance d'avoir Laurent Jalabert. Je lance un appel à Marc Madiot, on l'attend l'année prochaine. On va aussi demander à Cyril Guimard de venir. Voilà, toutes les figures emblématiques du cyclisme. Et donc l'idée, voilà, c'est de faire un peu la fête, c'est-à-dire de calquer un petit peu l'ambiance des 6 jours, vous connaissez 6 jours de Gand, d'Amsterdam, Rotterdam, et de le faire dans le Nord-Pas-de-Calais au profit d'une bonne cause, la fondation de recherche. Alors il y a un peu de spectacle au centre, on va faire venir un chanteur, je ne peux pas encore vous donner son nom, mais un chanteur de renom, et puis des courses de jeunes, de personnes qualifiées sur la piste. Voilà, l'occasion de se retrouver, vous l'avez compris, entre passionnés du cyclisme et pour la bonne cause en plus. Sur le hashtag Vélo Extra, Quentin Jauregui qui réagit et qui nous dit ça roulait quand même très vite à Bessèges. Hashtag tout le monde en forme en début de saison. Voilà, c'est ce qui me laisse penser qu'il n'y a pas de petite victoire. Pour gagner, quel que soit le niveau du peloton, il faut y aller. D'ailleurs, moi j'ai épluché les résultats de Bessèges. On voit quand même qu'il y a pas mal de coureurs qui se sont fait distancer. Parce que quand on a vraiment un petit niveau, on a forcément un peloton qui arrive groupé. À Bessèges, ça n'est jamais arrivé groupé. Il y a eu des pelotons partout, ça a explosé dans tous les sens. Donc il y avait quand même une belle bagarre. Et c'est vrai qu'il ne faut surtout pas dévaloriser la victoire de nos coureurs français dans Bessèges. Si on regarde quand même Jérôme Scopel et surtout ce qu'il a fait au championnat du monde de contre-la-montre l'année dernière, Emmanuel, il est monté sur le podium quand même. Vous savez ce que je me suis dit en découvrant la performance et la victoire de Jérôme Scopel. Encore une fois, c'est un poncif, hein, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais quand on termine bien une saison, on la débute bien. Oui, oui forcément, hein, parce que psychologiquement, évidemment, c'est important. Mais c'est peut-être cette place sur le podium des championnats du monde l'année dernière qui a servi de déclic à Jérôme Koppel, parce que là il a vraiment frappé fort dimanche dernier et voilà, il fait partie maintenant de l'élite mondiale en ce qui concerne le contre-la-montre. Il a trouvé sa voie au sein de cette formation IAM Cycling, bien conseillé par Rick Verbrugge notamment, et ils sont en train de se perfectionner. La satisfaction, c'est aussi la belle performance de Thibaut Pinot dimanche dernier. Absolument. À noter, très important. Alors, on ne peut pas se réjouir de la performance de Thibaut Pinot sur l'étoile de Bessèges. Non. On peut se réjouir de son niveau de performance si tôt dans la saison. Ça veut dire qu'il a bien bossé. Il termine deuxième de la Marseillaise, il me semble, battu simplement au sprint par De Veneyns. Décidément, les YAM sont toujours en train de le battre. Mais ça marche bien, YAM, depuis le début de l'année. C'est pas mal, ils sont partis sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, les équipes qui gagnent en début d'année sont souvent les mêmes. Vous pouvez le remarquer, hein, on a bien marché du côté de la Sky, on a bien marché du côté des Tix Quick-Step, on marche bien chez Direct Energy, on marche bien chez YAM Cycling. Voilà, ces équipes, ces blocs qui marchent bien. Il y a une certaine
il y a un certain cercle virtueux au sein de ces équipes. Et puis quand on fait partie d'une équipe, on n'a jamais la sécurité totale de faire partie du groupe qui va disputer les grandes courses. Donc il faut gagner sa place à la pédale, en se comportant évidemment bien dans l'équipe. Et donc forcément une équipe qui gagne, ça monte le niveau de l'ensemble du groupe. Ouais, ça c'est incontestable. Hein. Ça c'est incontestable. Et d'ailleurs c'est ce qui... bon, naturellement, bien sûr, il y a on va dire qu'il y a une culture en Belgique pour les classiques, que la saison des Belges s'arrête. Hein, Le soir de Paris-Roubaix, j'exagère un peu, mais c'est grosso modo ça tout de même au soir de Paris-Roubaix. Quand vous regardez l'effectif des formations Ethics Quick Step, c'est un peu moins le cas chez la Lotto Soudal. Ce fut le cas auparavant, c'est un peu moins le cas désormais. Mais il faut déjà bagarrer, et bagarrer sévère, pour faire partie de la sélection sur les classiques. Ah oui. Donc forcément, le niveau est beaucoup plus élevé, parce que on va pas se mentir, tous les coureurs de l'équipe Ethics Quick Step par exemple, tous les coureurs pourraient prétendre peut-être pas un statut de leader, mais un statut de coureur protégé sur les Flandriennes dans n'importe quelle autre équipe du peloton. Absolument, je pense que tous ces coureurs sont capables non seulement de jouer les premiers rôles, quelle que soit l'équipe dans laquelle ils se trouveraient, et ça évidemment ça donne un niveau d'ensemble exceptionnel. Bon, il y a toute une culture au sein de ces formations. Psychologiquement c'est important, mais voilà, c'est vraiment ce cercle vertueux qui est important de travailler, et surtout d'instaurer au sein d'une équipe. Ça c'est vraiment le travail aussi des entraîneurs, des psychologues, parce que certaines équipes en ont. On joue vraiment au niveau du mental. Je vais vous donner un exemple. Et parfois, bon, c'est vrai qu'on parle, Marc Maillot qui réagit énormément sur les réseaux, donc forcément on parle peut-être un petit peu plus de la FDJ. Pour vous prouver qu'on est évidemment totalement neutre dans cette histoire, je vais raconter l'anecdote qu'on a vécue il y a un an, Cédric, d'ailleurs, sur le Tour du Qatar. Allez-y. Avec David Boucher. Souvenez-vous, oui. Qui a chuté. Est-ce que c'était une fracture de la clavicule? Je ne sais pas si c'était une fracture de la clavicule, je suis pas sûr, mais bref, il avait chuté et il a été rapatrié notamment. Alors forcément, on a eu la chance, et aussi l'intérêt d'être sur place, de le croiser dans l'hôtel, et de croiser également Martial Gaillan. On adore Martial Gaillan parce qu'il nous fait toujours un show sur le Tour d'Italie, il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans les discussions, on s'est rendu compte, Cédric, et vous allez pouvoir le confirmer, qu'on n'était absolument pas inquiet à quelques semaines pourtant des classiques, et qu'il était évident de toute façon, au vu de la concurrence au sein de la formation FDJ, que même si, il y avait un contretemps suite à cette chute, David Boucher aurait, quoi qu'il arrive, sa place au sein de l'équipe FDJ. Il n'y avait aucune inquiétude du directeur sportif, il n'y avait aucune inquiétude du coureur, si ce n'est évidemment, on va dire, la dep entre guillemets d'avoir chuté. Je ne suis pas persuadé qu'au sein de l'équipe Ethics Quick Step, on serait aussi serein de chuter de la sorte, de se fracturer une clavicule ou de se faire très mal à l'épaule quelques semaines avant le début des classiques. Non, ça c'est sûr, parce que l'équipe Quick Step est une équipe qui est répartie différemment. Marc Madio joue sur plusieurs terrains, il a son équipe vraiment faite pour les classiques, et c'est vrai que là il en a 9 ou 10, donc plus ou moins les coureurs qui font partie de ce groupe sont quasiment assurés, quel que soit leur niveau de participer à ces épreuves. Et quand on est sûr d'être à sa place finalement, est-ce que c'est pas là où on n'en fait pas un peu moins, où on se dépouille pas pour aller chercher le petit coup de rein supplémentaire, l'effort supplémentaire, la concentration, l'exigence supplémentaire pour aller décrocher la place? C'est vrai que l'idéal c'est de maintenir sous pression un groupe jusqu'au jour J, c'est-à-dire ne pas garantir la participation, c'est-à-dire aller la chercher de par son comportement, de par son travail, de par vraiment plein de paramètres. C'est sûr que, et on a le même problème pour le Tour de France, si au mois de mai vous êtes sûr de participer au Tour de France, pour certains, vous vous reposez tranquillement et vous travaillez peut-être pas de la meilleure des façons. Maintenant, attention de ne pas non plus mettre les coureurs trop sous pression, c'est-à-dire de leur demander de dépenser trop d'énergie pour une sélection sur une compétition, et le jour J, il n'y a plus d'énergie. Bon, c'est ce qui se fait un peu. Faut trouver le bon équilibre. C'est ce qui se fait un peu alors que nous sommes à 27 km 400 de l'arrivée, l'écart se stabilise, 45 secondes. C'est ce qui se fait sur le Tour de France, avec une sélection annoncée au soir des championnats de France. Alors, attention, ça c'est pour le dernier ou les deux derniers coureurs, parce que le noyau de chacune des équipes est déjà connu aujourd'hui, plus ou moins. On connaît déjà 5-6 noms. J'imagine que chaque manager a déjà en tête 5 ou 6 noms.
Après, la difficulté, c'est toujours de choisir les 2-3 derniers en fait. Ouais. Il y a aussi un élément à prendre en compte. On le dit pas parfois, mais ça se passe comme ça. C'est le renouvellement de contrat. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que historiquement, certaines équipes n'emmènent pas des coureurs qui s'en vont qui ou qui ont déjà signé ailleurs. Officiellement, on n'a pas le droit de signer avant le 1er août. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Cédric? C'est de bonne guerre. Je serais manager d'une équipe, je ferais peut-être la même chose. Je sais pas. Ah non, je suis pas d'accord. C'est vrai? Ah non, je suis pas du tout d'accord. Vous êtes trop gentil, vous. Non, c'est pas une question d'être trop gentil. C'est une question, c'est que peu importe si le coureur quitte l'équipe au 1er janvier, oui, sur le Tour de France, il porte le maillot de mon équipe. Absolument. Donc s'il est performant sur le Tour, c'est mon intérêt de le mettre, point barre. Pour l'instant, il faut réfléchir, on va dire, sur une période du mois de juin, juillet, avec l'exposition du Tour de France, il faut réfléchir à court terme. Il faut prendre les meilleurs sur le moment. Absolument, mais ça dépend vraiment de la mentalité du coureur. Parce que vous savez très bien qu'un coureur qui a déjà assuré 2 ou 3 ans de contrat dans le futur va peut-être avoir moins tendance à aller loin dans la souffrance. Ça dépend vraiment de la mentalité. Il y a des coureurs jusqu'au dernier jour, jusqu'à la Lombardie, même s'ils savent qu'ils partent, ils vont vouloir honorer le maillot jusqu'au dernier jour et faire la course. Ces coureurs-là, pas de souci, vous pouvez les mettre. Mais il y a forcément des coureurs qui se disent, bon, à quoi bon me dépenser, ça va plus changer mon quotidien. Mais il y en a. On est sur le tour, Cédric. Il y en a. Il y en a. J'en ai côtoyé. Il y en a qui débarquent sur le Tour en se disant, bon allez. Il y en a de moins en moins. On a 2 ans, 3 ans de contrat. 3 ans, ça devient difficile dans le vélo. Hein. On n'est pas dans le foot, là, attention. Hein. Souvent, c'est 1 an ou 2 dans le cyclisme. Ça serait bien d'avoir 5 ans de contrat d'ailleurs. Oui, mais on aurait. Alors, si je vous écoute, on aurait des coureurs qui pendant 4 ans passeraient au travers et se réveilleraient sur la dernière année. Non, ça représente vraiment une faible minorité. Sincèrement, non, mais sincèrement, parce que avant tout, c'est un métier de passion. Et tous ces coureurs, l'après Ben Van Eyck ou Smulkelis qui sont ici dans cette échappée, ils rêvent tous de remporter une course dans l'année, de briller. On a vraiment cette envie, au-delà, si vous voulez, de l'appât financier proprement dit, il y a vraiment cette envie de gagner, de lever les bras au ciel. Et ça fait partie de votre ADN quand vous êtes coureur cycliste professionnel, quand vous êtes footballeur professionnel, il y a cette envie de gagner. Ça, c'est ce qui caractérise un sportif de haut niveau par rapport à une personne, entre guillemets, classique. Il y a vraiment cette envie de briller. Alors effectivement, il faut que ça coïncide avec un pic de forme pour que le rendement soit parfait. Mais même si on a assuré l'avenir, on ne va pas se gêner d'aller chercher un bouquet. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur ce circuit. Vous le voyez, toujours entre 30 et 50 secondes d'avance pour les 2 hommes de tête, à moins de 25 km de l'arrivée. Et là, effectivement, le manque de vent, parce qu'on peut parler de manque de vent sur ce circuit, parce que s'il y avait eu un fort vent de côté sur certaines portions, on aurait peut-être assisté à la formation de bordure. On s'aperçoit vraiment que ce circuit des championnats du monde n'est pas du tout exposé au vent et n'est pas propice à la formation de bordure. Donc évidemment, pour l'instant, c'est un avantage indéniable pour les sprinteurs qui sont bien calés dans ce peloton. Et ce peloton qui fait un petit rouleau compresseur et qui n'a aucun mal à contrôler 2 hommes de tête. Travail de la formation d'Emotion Data avec l'équipe Katusha. Oui, parce que de toute façon, si on se penche un peu sur les vainqueurs potentiels de cette étape, effectivement, on doit aller regarder du côté des sprinteurs. Et là, effectivement, le sprinter numéro 1, celui que j'ai envie de donner favori aujourd'hui, c'est Mark Cavendish. Nous l'avons vu hier, il a manœuvré à la perfection. L'étape est plus courte aujourd'hui. Ça ne va pas être pour le défavoriser. Donc, a priori, celui qui a la pointe de vitesse la plus importante ici, c'est Mark Cavendish. Et c'est lui, effectivement, qui porte le maillot de leader et qui a demandé à sa formation de maintenir ces 2 hommes à 30 secondes. Tiens, réaction notamment à cette question des contrats, prolongation de contrats. Nicolas Georgerot, qu'on salue, confrère de RTL, présent chaque année sur le Tour de France, qui nous dit Bardet en 2014 avait prolongé de 4 années, 4 ans supplémentaires. Mais là, on reste quand même sur un cas exceptionnel. C'est très très rare que les managers fassent signer 4 ans, 3 ans, oui, 4 ans c'est beaucoup plus rare. C'est plus rare mais je pense que c'est bien joué de la part de Vincent Lavenu parce qu'en plus d'être un champion, Romain Bardet c'est une belle image pour le cyclisme. Donc voilà, on mise sur l'avenir, on préfère. Et pourquoi on ne pourrait pas vendre un coureur, tiens, comme dans le football? Mais moi j'y suis pour. C'est la seule façon de rentabiliser le travail. J'imagine qu'un manager aujourd'hui qui travaille, qui
qui essaie de faire progresser un coureur, ça serait logique à un moment donné que tout le travail qu'il a effectué sur un coureur qui va partir dans une équipe qui fait une surenchère puisse avoir un petit retour sur son investissement. Comme ça que ça se passe dans le football, c'est-à-dire qu'on forme des jeunes coureurs, on leur permet d'apprendre le métier et puis du jour au lendemain ils s'en vont, vous avez 0 € parce qu'il y a une équipe qui a plus de moyens financiers que vous. Donc moi je pense que l'une des évolutions possibles du cyclisme, c'est justement cette... dans des façons raisonnables. Vous savez quoi, Cédric, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le papier, vous avez raison. Et on pourrait tout à fait imaginer un système de ce genre. Mais là encore une fois, je ne vais pas citer de nom. Mais j'ai eu la chance de déjeuner il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Et c'était pas Jérôme Pinault. Je le précise, c'était pas Jérôme Pinault parce que j'étais il y a une semaine effectivement en Belgique avec Jérôme Pinault, avec un autre coureur qui est parti à l'étranger. Une équipe notamment réputée pour faire du bon travail, pour bien travailler, j'en dis pas plus. Et qui clairement me disait que tout ce qu'on dit sur le travail, les techniques d'entraînement de cette formation, c'est de la communication, c'est du vent, et qu'il n'y avait rien de plus, même beaucoup de moins par rapport à ce qu'il avait pu connaître auparavant dans une équipe française. Donc quel est l'apport? Vous dites oui, et ce serait normal qu'une équipe, un manager puisse tirer des bénéfices d'un point de vue monétaire, notamment du travail effectué. Mais parfois le travail effectué, c'est salut mon gars, voici le vélo, voici le bus de l'équipe, on t'envoie tes billets d'avion et on se retrouve. Moi je suis surpris, hein, ça s'arrête à là. Mais j'ai jamais connu une équipe comme ça, hein. Franchement je suis surpris de voir. D'ailleurs c'est surprenant qu'une équipe comme celle-là puisse encore exister, parce que franchement on a vraiment des équipes qui se sont bien structurées, des effectifs de personnel qui ont bien augmenté. Les coureurs aujourd'hui sont bien mieux encadrés, enfin c'est au moins c'est mon sentiment, ils sont bien mieux encadrés que ça n'était pas de stage dans cette équipe. Pas de stage dans cette équipe. C'est Lampré ça, non? Non, c'est pas Lampré. Pas de stage dans cette équipe. Et effectivement, contrairement à ce qu'on affiche, eh bien, concernant les méthodes d'entraînement, le travail, vous avez jamais rencontré ça vous dans votre carrière, Cédric? Heureusement non. Franchement, j'ai toujours eu la chance pendant ma carrière de côtoyer des équipes qui étaient parmi l'élite mondiale, qui avaient des moyens suffisants pour nous emmener en stage au mois de décembre, au mois de janvier. Et pour travailler de façon spécifique, mais non, je suis surpris. C'est pas une équipe World Tour quand même. Ah bien sûr que si. Bien sûr que si. Le haut niveau. Très très haut niveau. 22 km, 33 secondes. Il est curieux. On va faire une pause dans quelques instants. Je vous le glisserai à l'oreille, tiens, si vous êtes gentil. 32 ça s'accélère un peu. Ouais. Toujours deux hommes à l'avant avec le coureur de la formation Astana. Il s'agit de Gatis Mukulis, accompagné du champion de Belgique, Ruben Van Eyck. On va en faire des tours de rond-point sur la journée des championnats du monde. Oui, c'est ces changements en permanence. Alors bon, ça c'est à la fois bien et pas bien, parce que quand on se croise comme ça, c'est quand même avant tout quelques petits malins, vous voyez, qui prennent l'intérieur ici. Le jour des championnats du monde, il va falloir demander aux coureurs de faire... de prendre la même route, mais ça c'est pas forcément une bonne idée pour les échapper, bien sûr, hein, parce que quand on se croise c'est assez délicat. Peter Sremy qui réagit sur le hashtag Vélo Extra, c'est Pierre Rolland, on a compris, je précise que ce n'est pas Pierre Rolland. Cette polémique d'entraînement de 1975. Ah ouais. Prend des risques à hauteur en déclarant ça quand même publiquement dans la presse, hein. Ouais. Parce que si Pierre Rolland il passe au travers, il aura l'air malin. On dira tout simplement qu'on s'entraîne pas mieux aujourd'hui qu'on ne le faisait en 75. C'est tout. Ce qui est faux, hein. Effectivement, aujourd'hui, les coureurs... Oh là là, c'est dur pour Preben Van Eyck, hein. Vous voyez, hein, là, l'acide lactique a été accumulé. Et pourtant, j'ai l'impression que... Bon, alors, ces deux coureurs sont en train de se relayer. Le vent est quand même... Alors, je vous parlais du vent qui n'avait pas une forte influence, mais j'ai l'impression qu'il est quand même plutôt ou de face ou de dos. C'est-à-dire que ce circuit n'est pas propice à avoir un vent latéral pour créer des bordures. Par contre, quand on est comme ça échappé, quand on est à deux, c'est un petit peu plus difficile sur ces lignes droites de progresser avec un vent défavorable. Vous voyez, là, on est évidemment protégé. On voit les buildings, hein, sur les côtés. Ça aurait mérité d'aller faire un petit tour dans le désert quand même sur les championnats du monde. Une boucle pour aller... alors effectivement, on sera pas que... Boucle, hein, au début. On sera au début. Mais ça mériterait que, voilà, passer la mi-course,
aux 3/4 de la course, hop, pour faire exploser le peloton. on va sortir un petit peu du côté du désert. Mais là, imaginez, hein, si on prend la direction du désert le jour des championnats du monde, ne serait-ce que pour vous faire une boucle de 50 km, le peloton revient en pièces détachées. Il y en a partout. C'est aussi l'intérêt de ces championnats du monde. Absolument. Le vent, les bordures, c'est ce qui rend intéressant ce tour du Qatar. Il n'est pas trop tard à appeler John Lang, c'est lui qui est en charge, je pense, des championnats du monde. Il est présent sur place. Oui, mais moi j'ai pas forcément envie que les coureurs aillent dans le désert. C'est pas vous, hein. Non, c'est vrai. Ah, mais ça pourrait garantir un beau spectacle. Je vous ai vu évoluer dans le désert. Vous arrivez à vous en sortir pas mal. 20 km de l'arrivée, on va faire une dernière respiration avant de rentrer dans le final, dans ce final de cette deuxième étape. 21 secondes avec un homme désormais seul en tête. Changement de situation avec la présence de Gatis Mukulis. Il était accompagné, et il y a encore quelques centaines de mètres, notamment de Preben Bonek, le champion de Belgique. Il est désormais tout seul. Derrière, ça commence à accélérer avec désormais la formation Katusha. Est-ce qu'on veut prendre une revanche du côté de l'équipe russe? On a été battu hier. Alexander Kristoff, pas assez puissant pour s'imposer, puisqu'on le rappelle, c'est Mark Cavendish qui porte le maillot or de leader. On respire, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes nombreux à réagir sur le hashtag Vélo Extra. N'hésitez pas, continuez. Un pronostic, une question à notre consultant. On va rentrer dans le final de cette deuxième étape du Tour du Qatar. 17 km 300, retour au bon moment, puisque l'échappée, Cédric, prend fin dans quelques instants. Quelques dizaines de mètres, 10 mètres encore entre la tête du peloton. Peloton emmené par la formation Katusha. On rappelle que le maillot or de leader est sur les épaules de Mark Cavendish. Oui, et la formation d'Alexander Kristoff aurait pu attendre encore un peu avant de mettre en route. Visiblement, c'était pas vraiment les deux hommes de tête qui posaient problème. Tout simplement, je pense que Alexander Kristoff a demandé à ses coéquipiers de durcir un peu ce rythme, parce que c'est vrai que depuis que les coureurs se sont présentés sur ces circuits des championnats du monde, on n'a pas eu l'impression que l'allure était relativement élevée. On veut peut-être faire un test grandeur nature et rouler plutôt à la vitesse à laquelle on va évoluer sur les championnats du monde, parce que là on sent qu'il y a une certaine forme de nervosité qui monte un peu. Là on a vraiment peut-être plus une image qui se rapproche de ce qui pourrait être sur les championnats du monde, c'est-à-dire on a des coureurs qui travaillent, qui font en sorte que l'allure soit d'environ 45-50 km/h ici. Et tout simplement, Alexander Kristoff a peut-être aussi des super jambes aujourd'hui. Il voudrait se rattraper de son sprint manqué d'hier. Ah, Pierre Roland qui réagit justement sur le hashtag Vélo Extra. Il dit maintenant il faut dire qui est le coureur en question. J'ai précisé que ce n'était pas Pierre Roland. Voilà, pour ne pas qu'il n'y ait pas de confusion, que les choses soient claires. On l'a dit et redit. 16 km 400. Ça accélère. Clairement, on va rester concentré un petit peu plus sur la course. Désormais, on va... Ouais, ça visse, hein. Ouais. Et ça c'est intéressant parce que vous le voyez, on voit que on est capable de rouler vite sur ce circuit. Et vous le voyez, hein, le peloton est bien en file indienne, bien étiré. Mais le vent n'est pas suffisant pour créer des bordures. Par contre, importance quand même du placement, vous voyez avec ces ronds-points. Voilà, il vaut mieux prendre, je pense, à droite. Allez, peloton désormais en file indienne, et derrière la relance, ça fait mal, hein, tout de même. Oui. Avec un quad de la formation Drapac, il s'agit de Jordan Kirby qui est à l'arrière du peloton. On aperçoit également Rick Zabel. Et quand vous trouvez comme ça à l'arrière du peloton, vous voyez, hein, la différence par rapport à ceux qui ont viré en premier, ça vous impose vraiment un surcoût d'énergie. Donc important sur ce type de circuit aussi d'être bien présent dans les 20-30 premières positions. Ah là il y a un petit vent quand même qui vient du côté gauche. Vous voyez, on est en train d'essayer de faire une petite bordure et ça fait mal. Allez, c'est peut-être suffisant pour faire exploser ce peloton. Gros travail de la formation Katusha. On s'écarte désormais avec Alexander Kristoff qui est bien placé. Pour l'instant, on réagit très très bien également, Cédric, du côté de la formation Imotion Data. Oui, on essaie de bien rester autour de Mark Cavendish. Vous le voyez un petit peu là-bas, ça zigzague quand même pas mal. L'intensité est élevée et là on voit tout l'effectif de la... Oui, derrière ça étire, hein. Ça a bien étiré. Quand ça commence à partir dans tous les sens autour de la 40e, 30e position, qu'on commence à faire des vagues, qu'on cherche la roue, qu'on cherche le moindre souffle d'abri, c'est que... Non mais là ça vient de la gauche, hein. Vous voyez que le vent vient légèrement de la partie gauche, donc on utilise la partie droite de la route, et quand vous n'êtes pas dans le sillage des Katusha, vous êtes forcément exposé au vent, et c'est assez compliqué.
Est-ce qu'on ferait pas mieux si on veut De vraiment tourner. Oui, de tourner, tout à fait, être sur 2 fils pour l'équipe Katusha, si vraiment on veut faire exploser ce Oui, mais peloton, là, changement de direction. le Donc but- ça va changer la donne, mais il y aura toujours vent de côté, hein. Vent de côté, cette fois peut-être un peu plus favorable, donc plus propice à de la vitesse. Moi je pense que le but de Katusha, c'est peut-être pas faire exploser complètement ce groupe, c'est tout simplement durcir la course et faire en sorte que les vrais sprinteurs, et là je pense à Guarnieri, je pense à Sacha Modolo, à Mark Cavendish, c'est-à-dire les 3 coureurs qui ont battu hier Alexandre Christophe, soient un petit peu plus fatigués. Attention aux voitures. Bon bah là on a c'était plutôt le vent 3/4 favorable tout à l'heure sur l'autre portion, et vous voyez hein, là le peloton se reforme un peu, donc on a vraiment un vent plutôt défavorable ici, et donc qui facilite plutôt les coureurs qui se trouvent au sein du peloton par rapport à ceux qui sont en train de rouler en tête. Bon, les changements de direction à mon sens sont assez rapprochés et suffisamment rapprochés pour quand même rendre difficile la tâche des équipes qui veulent faire scinder ce peloton en plusieurs parties. La Lotto Jumbo qui remonte sur la droite de la route. Est-ce qu'on a un sprinter au sein de la formation néerlandaise? On va jouer à Flandre hein, qui s'est fait piéger hier aussi. Vous apercevez Mark Cavendish au cœur du peloton dans la roue de Mark Renshaw. On aperçoit également Edvald Boassenhagen, Mathieu Bramayer pour l'équipe Dimension Data. Ça commence à devenir nerveux, ça commence à frotter au cœur du peloton. Sacha Modolo avec le maillot silver sur les épaules. Dans la roue de Christophe, hein, vous le voyez, Modolo a pris l'option de prendre la roue de Christophe. Il a 2 coéquipiers qui le protègent. Vous voyez que le vent qui vient légèrement de la partie gauche, on a toujours des coéquipiers qui essaient de un à l'avant, un à l'arrière. Visiblement, du côté de Modolo, on préfère rester dans le sillage d'Alexander Christophe. Mais il faut préciser que l'arrivée aujourd'hui n'aura pas lieu sur la ligne des championnats du monde. C'est un petit détail puisque les coureurs vont bientôt quitter le circuit de ces championnats du monde pour aller se disputer l'arrivée dans le complexe universitaire de Doha, Qatar University. Là, on aperçoit en tête du peloton Yaoni Utarovic pour l'équipe Fortunio Vital Concept. Lui qui a brillé notamment en début de saison. Bon là le vent est vraiment de face, hein. Vous voyez que les coureurs ont du mal à progresser, et puis ça permet surtout à des coureurs comme ceux de la G2R La Mondiale de revenir à l'avant, alors que quand on a un vent plutôt favorable, un changement de direction, on a un peloton en file indienne puisque l'allure est bien plus élevée. Pour l'instant on n'a pas d'équipe qui roule suffisamment vite, Cédric, pour vraiment étirer ce peloton. On a Mark Cavendish qui est vraiment dans les toutes premières positions. Attention à ne pas prendre trop de vent. Non, et là donc changement de direction, vous voyez qu'on vient de faire un virage et là plutôt un vent favorable, mais Cavendish, vous voyez qu'il reste tranquille. Protégé par le grand coureur de la formation Dimension Data, c'est Thompson. Allez, ça frotte, on voit que ça commence à remonter sur les côtés à 11 km 900. Cavendish dans les toutes premières positions. On a un peu rétrogradé au sein de l'équipe Katusha. C'est désormais Dimension Data qui est aux commandes du peloton. Mais qui temporise, hein. Vous voyez l'allure est moins importante que lorsque les Katusha étaient en train de rouler en tête de peloton. On temporise un peu. Alors quand la course comme ça temporise, c'est toujours un peu plus délicat d'aborder la partie finale parce qu'il y a une certaine forme de nervosité qui va être grandissante. Vous voyez que là on va quand même assister à un sprint massif aujourd'hui. On ne peut quasiment pas échapper au sprint massif sur des longues lignes droites, et effectivement là ce sera vraiment le travail des coéquipiers qui sera déterminant pour les sprinteurs, pour pouvoir leur permettre d'être bien placés et surtout de produire leur effort que dans les 300-400 derniers mètres. Ouais, attention. C'est toujours plus nerveux Ça c'est sûr, attention. à la chute, hein. Ne
notamment à la chute. Regardez, ça frotte là-bas sur le côté gauche avec Edvaldo Assenhagen qui essaie de passer. Voilà, de remonter. Sur la droite avec la formation Bora Argon. On va suivre Sam Bennett. Est-ce qu'on fait un petit état des lieux, Cédric, des coureurs capables de s'imposer au sein de l'équipe Katusha, aucun doute. On va tout jouer pour Alexander Kristoff. Oui, Kristoff est le sprinter désigné et même s'il était un peu juste hier, je pense qu'il peut se rattraper aujourd'hui. Dimotion Data. Cavendish, forcément. Évidemment. Est-ce qu'au sein de l'équipe Giant Alpecin, on a un coureur capable d'épingler tout le monde aujourd'hui? Andersen, peut-être, il a une belle pointe de vitesse. Maintenant, c'est vrai qu'à ce niveau, c'est un peu plus compliqué, mais on va le suivre. L'équipe BMC, pas véritablement de sprinter. Non, je les ai vus tout à l'heure protéger Greg Van Avermaet. L'objectif, c'est de ne pas se faire piéger pour le général aujourd'hui. Bora Argon. Sam Bennett. Qui a déjà remporté une étape sur les routes du Tour du Qatar. Fortunio Vital Concept. On va suivre Utarovic, effectivement, et je pense que si le binôme Utarovic-Troné fonctionne à la perfection, on peut pourquoi pas tirer son épingle du jeu. Troné n'a pas encore l'air d'être au top. Hier, il n'était pas terrible. Il traînait un peu à l'arrière du groupe, mais bon, c'était la première journée. On l'a pas trop vu non plus aujourd'hui. Un peu en surpoids, j'ai l'impression, sur ce début de saison. Le champion de France en titre. Astana Pro Team. Guardieri, hein. Je crois que là, on va jouer la carte du coureur italien. Guardini, ouais, j'ai fait un mélange. Il n'existe pas ce peloton, il n'existe pas ce coureur dans le peloton. Andrea Guardini, effectivement, pour la formation Astana. C'est vous avec votre application Mixing là qui me fait mixer des trucs. Oui, c'est génial ça. Si vous ne connaissez pas cette application Mixing, oui, bien mixer les visages, s'amuser à faire ça. Bref, dans un dîner, ça fait toujours son effet. Top Sport Vlaanderen Baloise. À ce niveau-là, ça va être compliqué pour eux. Ouais, avec clairement l'auto jumbo. Là, on a Moreno Offland qui est un jeune coureur qui monte en pression. Je pense qu'on est en train de préparer le terrain pour lui. Hein. Regardez, l'équipe l'Auto Jumbo est là bien ensemble. On va le suivre. On roule pour qui chez Vanti Groupe Gobert? Parce qu'on voit qu'ils sont positionnés à l'avant du peloton. Non, on n'a pas Marcato, il faudrait un faux plat, il faudrait une bosse pour qu'il puisse sortir. Après, il y a Kenny Dehaas qui avait une belle pointe de vitesse par le passé, mais qui va quand même bien moins vite aujourd'hui. Napolitano aussi qui avait une belle pointe de vitesse, mais je pense qu'à ce niveau-là, non, on ne devrait pas voir un coureur de cette équipe s'imposer aujourd'hui. Drapac Professional Cycling. On va suivre Brenton Jones, il y a Graham Brown qui est présent aussi, mais on ne l'a pas beaucoup vu, hein, on ne les a pas trop vus à leur avantage. Donc Jones, allez, on joue la carte Jones chez eux. AG2R la mondiale. Ça va être compliqué. Hein. Ah ouais. C'est Damien Gaudin là, qui est à l'arrière du peloton pour l'équipe AG2R la mondiale. Ouais, c'est pas très bon de le voir comme ça à l'arrière parce qu'il dépense pas mal d'énergie. Voilà, on revoit un petit peu ce qui se passe. C'est bien cette vue d'hélicoptère. À 8 km 7 désormais. On termine rapidement, Cédric, parce qu'on se rapproche de la ligne d'arrivée. Rompot, est-ce qu'on a un sprinter chez Rompot? Non, pas vraiment. La Lampre Mérida. On a Sacha Modolo. Bien évidemment, deuxième hier battu par Mark Cavendish. TTC Sprandi Polkovic. Non plus, hein, je pense que cette course est plus une course de préparation pour les coureurs de l'équipe polonaise. Équipe chère à Roberto Damiani, qu'on salue. La United Esquerre. Peut-être, je sais pas, pour une 10e place, Canola ou Wheaton. Si on commence à implanter les coureurs qui vont terminer 10e. On n'a pas de sprinter capable de rivaliser avec les meilleurs ici. Équipe bien connue, Stolting Service Group. Alors j'en vois aucun là. Skydive Dubaï. Palini, hein, je pense que hier il m'a un peu déçu. Les coureurs de la formation Skydive sont passés complètement à côté. Ils n'étaient pas du tout dans le coup. Par contre, l'Italien Andrea Palini a réalisé un beau tour de Dubaï la semaine dernière, donc à suivre. Allez, on nous a peur, on nous prévient, c'est Alexis Axisker sur le hashtag Vélo Extra. Roy Jens pour Vanti Groupe Gobert. En tout cas, on voit, ils sont à l'avant du peloton. Ça travaille avec l'équipe Katusha qui remonte. 8 km et toujours. Oh là là, regardez avec ces plots, c'est dangereux. Là, c'est dangereux, on est obligé d'aller chercher le côté gauche. Avec la formation Dimension Data en première position aux avant-postes. L'équipe BMC également. Roy Jens, c'est celui qui avait terminé deuxième du Grand Prix de la Bruxelles Cycling Classic, vous vous souvenez? Battu par Groenewegen sur le fil. Ah oui, ouais, je m'en souviens bien. Ouais. Il est là. Je vous le confirme. Et toujours ces vagues sur les côtés, les coureurs qui essaient de se replacer. Pour l'instant, ça roule pas assez vite hein, pour vraiment mettre ce peloton en file indienne, ce qui permet
à certains coureurs de venir se repositionner sur les côtés. Oui, je crois que le vrai problème, ce sont ces changements de direction assez réguliers qui interdisent vraiment les mouvements. Là, on voit que la formation Katusha s'est repositionnée en tête avec les BMC qui protègent essentiellement Van Avermaet. Et là, on n'est pas sur la victoire d'étape, on est plus pour le classement général. Mais attention aux vagues, hein. Vous voyez ces écarts que les coureurs font. Ça zigzague pas mal, j'ai l'impression que ça roule bien vite. Allez, il y a de la tension, il y a de la nervosité dans ce final, 7 km, toujours le travail de la formation Katusha. On rappelle qu'hier c'est Mark Cavendish qui a prouvé qu'il était le plus rapide, mais Cédric, c'est pas tout à fait le même sprint parce que hier c'était sprint en petit comité, là c'est sprint massif, ça change évidemment la donne. Oui, c'est relativement nerveux, vous voyez que ça roule de façon agressive et surtout la configuration du final est un peu différente, c'est-à-dire qu'on va avoir quasiment 1,1 km de ligne droite pour se présenter sur la flamme rouge, d'où l'importance évidemment du travail des équipiers et c'est assez tendu. Et on voit Arnaud Gérard sur la droite de la route, le premier français au classement général, 10e du classement général qui est bien placé. On essaie de remonter sur la droite avec la formation Astana, l'équipe Fortunio Vital Concept également autour de Yaouni Otarovic pour ce final. 6 km 300 encore à couvrir. Oui, il faut surtout faire attention de ne pas se faire piéger par une cassure qui pourrait arriver avant les 3 derniers kilomètres, parce que c'est vrai que si dans les 3 derniers kilomètres une chute venait à survenir, on neutraliserait les temps, mais vous le voyez, hein, on est quand même bien mieux à l'avant. Astana qui joue, Katusha, Team Dimension Data, et ces changements de direction, alors on ne les entend pas, mais il y a forcément des coups de patin qui sont en permanence dans le peloton, donc ça accélère, ça ralentit, on doit vraiment être très vigilant et concentré. Voilà, les gros travail de Kuznetsov en première position. Cédric, excusez-moi, je vous ai coupé. Ils ont quitté le circuit des championnats du monde et ils vont se présenter maintenant sur les 5 derniers kilomètres qui va les amener sur cette ligne d'arrivée ici au Qatar University. Sam Bennett, ça remonte sur la droite de la route où se trouve Cavendish. Il est là au bas de votre écran aux alentours de la 20e position dans la route d'Edvald Boasson-Hagen. Alors est-ce que c'est Edvald Boasson-Hagen ou Mark Renshaw le dernier lanceur? Habituellement c'est Mark Renshaw, le poisson pilote de Mark Cavendish. Pour l'instant il est dans la roue d'Edvald Boasson-Hagen. Bon, on a du beau monde au sein de cette formation. On a Boasson-Hagen qui peut travailler actuellement, j'ai envie de vous dire. Ensuite on a quand même un Tyler Farrar qui peut déblayer le terrain et puis un Mark Renshaw qui sert de dernière rampe de lancement. Je pense qu'on a vraiment un dispositif parfait pour Cavendish à 5 km maintenant de l'arrivée. Oh, regardez comme ça frotte, là on se rabat sur le côté gauche, on est obligé de mettre des coups de patin, essayer de se faire son chemin, trouver une solution au cœur même du peloton. Il y a deux solutions, soit on fait l'extérieur mais rapidement parce que sinon on prend du vent, ou alors on essaye de grappiller quelques positions, d'être un félin, d'être un chat. Et on peut aussi accessoirement monter sur le trottoir comme le fait le coureur de la formation United Esker sur le côté gauche. Ouais, ça c'est une des configurations les plus difficiles pour les coureurs parce que vous le voyez, assez brouillon. On n'a pas une équipe capable d'étirer ce peloton et c'est beaucoup plus facile de se présenter dans un final quand on est en file indienne. Chacun garde sa place. Là on voit vraiment qu'on doit se battre en permanence pour remonter. On saute sur les trottoirs pour remonter, ça remonte sur la gauche, sur la droite. Donc c'est dur physiquement et c'est dur tactiquement. Et on a notamment le travail de la formation Stolting Service Group dans les toutes premières positions avec au sein de cette formation un coureur qu'on n'a pas encore cité depuis le début de ce tour du Qatar. Il s'agit de Fabian Wegmann qui est présent au sein de cette équipe. Ça travaille du côté de la Fortunio Vital Concept, Cédric. Regardez, on essaye de se mettre en place pour lancer, pour propulser notamment Yaouni Otarovic. Oui. Il ne faut pas non plus essayer de se présenter trop tôt à l'avant. Vous voyez, l'idéal c'est de rester, mais ça, il y a beaucoup de vagues. Là, ça zigzague dans tous les sens. Là il faut prendre les bonnes roues, choisir le bon côté de la route. Alors on peut faire son choix en fonction bien sûr de la roue, du sprinter qu'on a choisi de marquer en fonction du vent. Également Mark Cavendish, pour l'instant il s'en sort très bien, le leader, pas trop frotté, on vient pas trop le chatouiller dans ce final. 3 km 700, gros travail également pour la formation Bora-Argon. On s'est fait un peu déborder pour l'équipe bretonne Fortunio Vital Concept. Oui, cela dit, attention, c'est difficile de tenir le manche pendant 4 km. Il faut faire attention de ne pas arriver trop tôt. Globalement, c'est entre 2 et 3 km de l'arrivée qu'il faut vraiment venir se porter aux avant-postes. Alors c'est facile à dire. Oh là, attention, les écarts. Dangereux. Franchement, quand on a un peloton comme ça groupé à 3 km 400, c'est la pire des situations. Que le peloton n'est pas en file indienne, ça rend pas énormément
énormément là à l'image, mais croyez-moi, quand vous êtes au cœur du peloton, autour de la 15e, 20e position, ça sent le brûler. Ouais, ça sent le brûler. Ça remonte sur la droite avec l'équipage G2R La Mondiale. On vient se repositionner. Patrick Grecht notamment qui fait un gros travail. Sébastien Minard qui est bien placé également pour l'équipage G2R La Mondiale. Mark Cavendish, on se retourne. Regardez le travail, notamment d'Edvald Boasson-Hagen qui est là, qui se retourne, qui cherche. Mark Renshaw également. On va commencer à accélérer avec le travail de Tyler Farrar pour l'équipe d'Imotion Data. Et il faut vous le préciser, le vent est défavorable, nous le voyons, c'est ce qui... Évidemment, 1 km 600 pour l'instant, on n'est pas encore arrivé, on va revenir sur cet incident technique. On a retrouvé les images, c'est le plus important. Peloton groupé toujours bien sûr avec Mark Cavendish autour de la 10e position. Le travail de la formation BMC, pour l'instant le sprint n'est pas encore tout à fait lancé. L'équipe Katusha, très bien placé également Cédric. Oui, très bien placé, je vous le disais, voilà le dernier virage quasiment de cette étape. Et puis les coureurs ont un peu plus d'1 kilomètre maintenant en longue ligne droite pour venir se présenter ici sur la ligne d'arrivée. Et pour l'instant, c'est vrai que Mark Cavendish, ça y est, on passe la flamme rouge. Allez, le dernier kilomètre, Mark Cavendish, idéalement placé pour réaliser le coup double. On rappelle que c'est lui qui porte le maillot or de leader. On essaye d'accélérer la formation Katusha qui va tenter de déborder l'équipe d'Imotion Data et pour l'instant ça fonctionne. On s'écarte, Morkov en première position. On voit l'équipe BMC mais ça va être compliqué. Greg Van Avermaet qui va participer au sprint. On voit Sacha Modolo, attention, on s'affronte avec notamment Yaoni Utarovic autour de la 15e position. On écarte des coureurs, c'est extrêmement dangereux dans ce final. Oh, on passe à gauche, on passe à droite et la chute qui était inévitable, la chute avec Yaoni Utarovic notamment, une quinzaine de coureurs aux avant-postes. La formation d'Imotion Data, Mark Cavendish est présent pour l'instant, idéalement placé dans la roue d'Alexander Kristoff. Attention parce qu'hier Kristoff, il a lancé son sprint de trop loin. Mark Cavendish a jailli, c'est le même scénario. Alexander Kristoff qui lance le sprint, Mark Cavendish le coup de rein, Kristoff qui résiste, c'est serré, c'est très serré. Alexander Kristoff, Cavendish Kristoff. Oh c'est serré, oh que c'est serré, c'est difficile à dire. Avec ce final, on va attendre la photo finish. Cédric, quel sprint entre les deux coureurs. Et cette chute malheureusement, plusieurs coureurs impliqués dans cette chute. Sam Bennett. Ouais, Sam Bennett pour la formation Bora-Argon. On a également deux coureurs de l'équipe Fortuneo Vital Concept avec Yaoni Utarovic qui est parti au tapis, avec un équipier à ses côtés. Et un coureur qui reste au sol, qui semble visiblement touché, c'est un coureur de la formation Rompot et de la formation. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce que Mark Cavendish, c'était serré pour l'instant? Alors on va voir. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, Kristoff est un peu en avance, mais j'ai l'impression que Cavendish a eu suffisamment de coups de rein, mais il va falloir la photo. Est-ce que ça... Non, ça passe pas. C'est Alexander Kristoff qui s'impose. J'ai l'impression que la victoire est pour Alexander Kristoff, Cédric. De peu. Vous voyez, il a été bien emmené. À ce moment-là, on se dit tiens, Cavendish va déboîter, mais non, on voit la puissance de Kristoff qui continue sur sa lancée et c'est quasiment mano à mano entre Cavendish et Kristoff. C'est Kristoff. Le vent qui vient de côté et le vent qui protège notamment Alexander Kristoff et Mark Cavendish qui est dans le vent et qui n'arrive pas cette fois-ci à déborder Alexander Kristoff. Mais vous le voyez, c'était un sprint relativement difficile avec un faux plat montant. Et donc la puissance du coureur norvégien, j'ai l'impression, a été suffisante, même s'il n'a pas l'air vraiment sûr de lui. Sprint tout en puissance de la part du norvégien qui... on va attendre la confirmation et le classement définitif. Et on revoit là, c'est un coureur de l'équipe Drapac qui est au sol avec une chute. Le problème, c'est que voilà, il y a une vague qui est partie sur la partie gauche et là, effectivement, quand on veut revenir, malheureusement, avec une bordure, c'est compliqué. Mais Cédric, c'est Kristoff. Victoire pour la formation Katusha. Et Cédric, victoire méritée parce qu'on a beaucoup travaillé dans ce final. On a beaucoup travaillé pour Alexander Kristoff. Alors que ici on voit notamment c'est Andersen, Soren Andersen qui a été pris dans cette chute. Lui qui porte le maillot blanc pour la formation Giant Alpecin. Le dos bien râpé, on voit sa radio, mais il a le sourire, donc visiblement pas trop touché. Coureur de la formation Giant Alpecin. Et donc la revanche aujourd'hui pour Kristoff. Ouais, hier on l'a dit, Alexander Kristoff peut-être pas encore en forme, pas assez puissant pour s'imposer. Là c'est vraiment un coup de force parce qu'il lance de loin et il résiste. Sur une arrivée qui lui convenait à la perfection. Alors Mark Cavendish va pouvoir se consoler en conservant le maillot de leader parce qu'il empoche aussi des bonifications aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a vu Kristoff bien plus performant aujourd'hui, bien emmené par sa formation. Et regardez ce faux plat montant, c'est vraiment une arrivée difficile avec un vent quand même qui était plutôt défavorable.
vous êtes plusieurs à réagir. Une honte cette arrivée du grand n'importe quoi avec ce terre-plein central. Bon ben voilà, c'est effectivement alors qu'on est heureux. Hein. Regardez du côté on a fait le déplacement tout de même pour assister à cette arrivée, cette deuxième étape du Tour du Qatar. Et c'est vrai, profiter de ce sprint perturbé par une chute, j'ai presque envie de dire, c'est vrai que c'était inévitable. On sentait le peloton extrêmement nerveux dans les derniers kilomètres. Oui, vraiment nerveux avec un vent plutôt défavorable, ce qui ne permet pas d'étirer le peloton et donc forcément ça fait des vagues. Et là on voit la puissance s'exprimer à Christophe. Et il y en a un qui mine de rien, pour l'instant est discret, mais toujours dans les bons Van Avermaet, qui ne perd pas de temps, qui devient au fur et à mesure des jours un vrai prétendant pour la victoire finale. Absolument, il est bien placé, c'est Greg Van Avermaet. On va voir lors du contre-la-montre ce qu'il va réaliser, mais vous voyez que le sprint est relativement juste entre Christophe, qui n'a pas faibli cette fois. C'est-à-dire qu'on a vu Cavendish revenir à son pédalier et puis le bras de fer s'est engagé jusqu'à la ligne d'arrivée. Il n'a pas eu suffisamment de ressources pour venir sauter sur la ligne, le coureur norvégien, et s'imposer. Et confirmation, donc victoire pour Alexander Christophe devant Mark Cavendish, Roy Jones qui termine à la 3e position pour l'équipe Vantigroup Gobert. Belle performance du Belge. 4e position pour Greg Van Avermaet. On annonce 6 secondes, déjà une petite cassure. Il va falloir voir si les commissaires vont pas revenir sur cette décision parce que la cassure est peut-être due à la chute. Absolument, Exactement. absolument. On va revoir notamment le moment où cette chute a eu lieu. Oui, tout simplement le dernier kilomètre. Vous voyez qu'à un moment donné, les coureurs, je ne sais pas pour quelle raison, ont pris la partie gauche de la chaussée. Avec énormément de vagues, la formation Katusha dans les premières positions. Et regardez, ça va venir là dans quelques instants. On écarte carrément de la main Greg Van Avermaet. Voilà, à ce moment-là, c'est là le problème. Les coureurs n'auraient jamais dû prendre cette partie gauche. Voilà, et hop, un écart au dernier moment. Et donc il n'y aura pas de temps, parce que vraiment l'écart est dû à la chute. Ouais, ça c'est sûr, c'est clair, net. On enlèvera les 6 secondes. Et derrière, on se retrouve avec 7-8 coureurs. Cédric qui peuvent encore espérer la victoire à cet instant. Alors on a lancé le sprint avec Edvald Boasson-Hagen, débordé par Alexander Christophe qui là, voilà, il n'y a plus de questions à se poser. C'est une affaire de puissance et Cavendish qui déborde 150 mètres mais qui n'arrive pas à sauter le Norvégien. Qui est tombé sur un os aujourd'hui. C'est vrai que Christophe hier s'était écrasé. Aujourd'hui on voit qu'il a vraiment monté en puissance sur une arrivée qui lui convenait à la perfection et il s'impose sur cette deuxième étape. Ça relance évidemment le match pour le classement général. Ouais, regardez cette finish, confirmation quelques secondes mais ça suffit. Première victoire de la saison, Cédric, pour Alexander Christophe. Ça y est, il ouvre son carnet de route sur cette deuxième étape ici sur le Tour du Qatar. Ça va évidemment lui donner plein de confiance et de petits clins d'œil. C'était le parcours des prochains championnats du monde. Ça va peut-être aussi psychologiquement jouer sur son mental. De toute façon, la victoire est méritée puisque c'est sa formation qui a durci la course dans le final. Et on va retrouver un Alexander Christophe qui va très certainement monter en puissance, Cédric, sur ce Tour du Qatar. Qui va monter en puissance, vous le voyez, il monte d'ailleurs en puissance au niveau du classement général provisoire. On l'annonce à 5 secondes de Mark Cavendish et puis surtout un Alexander Christophe qui devrait logiquement être bien plus rapide dans le contre-la-montre que Cavendish. Donc l'objectif maintenant pour Alexander Christophe, c'est d'aller gagner le général. Merci beaucoup Cédric. Avec plaisir. On va se retrouver demain, bien sûr, pour une nouvelle étape du Tour du Qatar. Soyez au rendez-vous, vous êtes désormais habitués aux horaires. Et vous êtes nombreux et un grand merci à vous. Vous avez été nombreux à nous accompagner tout au long de cette étape, à réagir sur le hashtag vélo extra. Il va se passer encore des choses demain, des cassures, du vent, un beau sprint. Et pour l'instant, on en est à un partout entre Alexander Christophe et Mark Cavendish. La revanche peut-être demain à suivre sur les antennes de Beansport. Passez une très très belle après-midi. Rendez-vous demain pour la 3e étape du Tour du Qatar. Et on a eu déjà un petit avant-goût des championnats du monde qui seront, on le rappelle, à suivre sur nos antennes. Très belle journée à vous, rendez-vous demain, bye bye.